Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis, bienvenue à la table de la nuit américaine, table sur laquelle à la fin de cet épisode, vous viendrez signer en bas à droite un petit bout de papier. Oh, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien du tout, je vous expliquerai plus tard. Engagez-vous qui disait, mais un conseil, même si le prochain appel à s'engager ressemble plus à un clip de Katy Perry, réfléchissez-y quand même à deux fois. Aujourd'hui on vous parle de Starship Troopers, film de Paul Verhoeven, comme on dit à Amsterdam. Film sorti en France en janvier 98 avec dans les rôles principaux que des beaux gosses et des belles gosses tels que Casper Van Dien, Dennis Richards, Dina Meyer de Souvelversheim, Big Up à l'Alsace, et Barney Stinson, Neil Patrick Harris. En deuxième partie d'émission, ma petite bande de chair à canon, Mathieu, notre lieutenant-chef, nous fera un topo sur le Festival européen du film fantastique de Strasbourg qui s'est achevé le 19 septembre. Et nous ne pourrons pas faire l'impasse sur Dune, la version de Denis Villeneuve, la sortie de cette fin d'été. Et nous terminerons bien évidemment par les coups de cœur de toute l'équipe. Aujourd'hui, je suis accompagné pour mener cette guerre à bien par le caporal-chef Julien. Voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins. Le sergent-chef Loris et par le lieutenant-colonel Mathieu. Bonjour, mauvaise troupe. Bonjour, mais je connais pas trop la hiérarchie militaire, mais je me fais pas enfumer, ça va? Non, t'es pas le plus bas. Rappelle-nous les grades. Alors, oui, bien sûr. Caporal-chef pour toi, Julien, sergent-chef Loris, je crois que t'es en dessous, et lieutenant-colonel c'est pas grave, je suis pas sûr. pour Mathieu. Les gars, c'est au mérite. C'est ça, ouais. Donc voilà. C'est ça. Mais Mathieu couche, c'est pour ça. Je couche pas souvent, mais je couche bien. Et je couche utile. Il couche utile. Alors, avant de faire un tour de table, je n'oublie pas de poser la question primordiale à ce débat. Les gens qui prennent Starship Troopers au premier degré sont-ils d'immenses teubés? Bon, alors, j'ai la responsabilité de cette question, oui. mais on expliquera, et on sera un peu plus doux, effectivement, pour, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Loris, à toi la parole. Pour moi, c'est un peu un film un peu mystique, un peu, c'est incroyable. Pour moi, c'est un de mes films préférés de science-fiction déjà. Je l'ai vu avec mes yeux d'enfant, donc déjà je comprenais pas tout à l'époque, mais petit à petit je l'ai revu peut-être, je sais pas, une quinzaine de fois. Et au fur et à mesure que je le regardais, j'appréciais à chaque fois plus le récit, surtout ce qu'on voyait à l'écran. Moi, je trouvais toujours incroyable d'avoir cette qualité esthétique. C'est en 97 quoi. Enfin, il s'est tellement bien démerdé entre la 3D, les animatronics, etc. Et puis en fait, il y avait surtout une grosse critique forcément du fascisme que j'ai pas moi capté à l'époque, que j'ai bien sûr maintenant beaucoup plus mieux appréhendé. Et voilà, c'est un film moi que je trouve génial. C'est pour moi le top 5 des années 90 quoi. Vraiment, un film que j'adore. Julien? Ouais, clairement. Ouais, tout est dit. Je crois que c'est pareil. J'étais un petit peu plus vieux. Je l'ai pas vu au ciné. Je crois que je l'ai découvert un peu après moi. C'était interdit au moins de 12 au ciné. Ouais, je t'avoue que je crois pas l'avoir vu en salle, mais je sais que la première fois que je l'ai vu, pareil, j'ai aimé le spectacle sans spécialement comprendre ce que ça véhiculait, et je l'ai revu aussi plein de fois sans forcément, même en plus, vraiment m'en rendre compte. C'est arrivé très tard. Avec des images d'enfants, enfin d'ados, il y a des scènes qui choquent en fait. Ah, clairement, il y a des trucs de malade, presque traumatisants quoi. Ouais, lesquels par exemple? On en reparlera, mais la scène de la reine qui pique le cerveau du gars. Enfin, moi je me souviens de cette image, j'étais traumatisé quoi. Ouais, elle a fait un gros trou, hein. Ah oui, non mais c'est bien servi. Et puis c'est ultra gore surtout. Ouais, puis même, enfin, je veux dire, tout ce qui est véhiculé est très très fort de sens, et quand tu l'analyses avec un peu de recul et quand tu le regardes avec des yeux d'adulte, ouais, c'est très costaud. C'est vraiment très costaud, dans le fond et dans la forme. Mathieu?
Alors moi, je l'ai vu en salle. J'ai détesté. Alors, déjà au préalable, effectivement, j'aime beaucoup ce film. C'est pas le Verhoeven que je préfère, mais j'aime beaucoup ce film. J'ai un souvenir encore très frais. Je me souviens quand il a été présenté à Cannes en 97, où je me souviens des réactions à l'époque où il disait série Z à 100 millions de dollars, c'était incompréhensible, ou alors film facho. Moi, en 97, j'ai 15 ans. Je l'ai vu donc l'année après en 98, j'avais 16 ans. Moi déjà, comme tu disais, la parabole fasciste, ou tu vois, ou toute l'utopie en fait qui est inversée. Moi, j'ai pas saisi ça. Moi, j'ai vu un film de SF hyper badass, parce qu'il faut quand même rappeler un truc. C'est comme tu disais, le film est hyper violent, très gore, et ça, en fait, il rentrait pas dans les canons des films de SF qu'on voyait à l'époque. Je parle véritablement, tu vois, de tout ce qui venait après avec les Star Wars et compagnie, tu vois, l'influence qu'on avait par rapport à ces films-là. Évidemment, si tu le remets à l'aune, en fait, des films de SF que faisait Corman avec 15-20 fois moins de budget, mais qui étaient tout aussi gore, là, soit Verhoeven, il est bien vénère. Mais en même temps, c'est pas surprenant. Non, c'est dans la continuité de ce qu'il a fait. Ça bastonne bien, effectivement. Ouais. Après, moi, mon Verhoeven préféré, ça restera toujours Robocop. 105 millions de budget, quand même. Bon. Ouais. Correct pour l'époque. Oui, c'est énorme. Ouais, non, en 97, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Le film, il a marché, mais grosso merdo, il a rapporté 125 millions. Donc c'est pas non plus un raz-de-marée, mais c'est parce que, comme je disais, il était compliqué à appréhender pour des adultes, pour des gamins et pour des adolescents. Si tu le prends pour ce qu'il est de prime abord, donc un film de SF bien vénère avec, comme disait mec, des belles gosses et des beaux gosses, bah c'est du plaisir en fait. Ouais, clairement. Mais effectivement, si tu vois ça, si tu veux faire une pseudo-analyse, tu vois, un peu politique du film, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça que ta question, moi, je la trouve hyper intéressante, parce que la réponse est beaucoup plus complexe. Oui, c'est ça, oui. Non, mais vraiment, parce que moi, là où alors, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est mon amorce, Mike, il me regarde, il me fait déjà des yeux. Parce que je monopolise la parole, mais j'en ai pour 30 secondes. Non, en fait, la difficulté du film pour l'appréhender, c'est qu'il joue vachement sur l'imagerie fasciste, sans utiliser frontalement les symboles du fascisme. Tu vois, si tu utilises frontalement si tu utilises ils sont quand même très présents. C'est un tout petit peu dérivé, mais non. Les costumes gris, l'aigle sur le drapeau de la Fédération. Laisse-moi juste finir. L'air de Guy. Non, si tu utilises et on n'est pas chez Ardisson ici. Chacun son tour. Si tu utilises frontalement en fait les symboles nazis et fascistes, tu fais ce qu'on appelait la Nazi exploitation. Et la Nazi exploitation, c'est un sous-genre du cinéma d'exploitation. Et du coup, tu sais que tu es en plein dans l'ironie. Et que du coup tu ne décris pas du SF, de la SF adulte, et que en fait si quand tu utilises frontalement les symboles et qui sont détournés avec des codes effectivement comme on le voit là, des codes de sitcom, tu sais que tu es dans un film qui charrie beaucoup de second degré. Là en fait ils sont amenés de manière beaucoup plus subtile, et ce qui fait que à la sortie du film, beaucoup de gens ont été un petit peu troublés par ça. Verhoeven disait quand même que c'est un film où il aime bien s'essuyer sur les nazis et le fascisme, quoi. Il le disait en interview, il expliquait que regardez comment tous ces militaires sont parfaits, l'organisation, tout est bien organisé, etc. Et en fait, c'est juste pour aller tuer des insectes qui techniquement sont même pas, hostiles. En fait. Je rebondis sur ça pour faire un petit pitch quand même du film. Oui, bien sûr. Vas-y. Enfin léger, hein. Donc c'est dans leur conquête de l'espace. C'est les humains qui font la guerre à des araignées. C'est bien. Bon. Ils font la guerre, mais les Américains. C'est non. Non. Et t'en as vu toi déjà c'est en Argentine. C'est Porto Rico. Oui, et puis il y a l'état-major à Genève. Tu as raison. Buenos Aires. Ce qui est intéressant, c'est que justement la notion d'état souverainiste est abolie. Oui. Donc on a une espèce d'armée, une fédération. Voilà, on a une espèce d'armée mondiale. En fait, et c'est là où effectivement ça devient intéressant. C'est comme si c'était l'ONU qui demain devenait fasciste. Tu vois, il utilisait, tu vois, la symbolique un peu fasciste. Donc c'est ça qui rend aussi la chose intéressante. Ouais, dans le livre, on n'en parle pas dans le film, mais dans le livre, c'est comme ça qu'en fait, il arrive naturellement au pouvoir. C'est vrai. Cette fédération, c'est suite à un holocauste. Enfin, c'est toujours suite à un holocauste nucléaire. Et en fait, toutes les formes de démocratie chutent, n'arrivent plus à gérer le monde. Et du coup, c'est les militaires qui prennent le relais. Et forcément, du coup, l'ordre établi, ce sont les militaires qui sont à la tête du monde. Moi, j'ai appris que c'était un bouquin. Je sais pas vous, mais moi, j'ai appris que c'était un bouquin. Ils se sont Non, mais après, on va pas se mentir. Personne l'a lu.
Enfin, 30 pages, Verhoeven. Verhoeven Ouais, a 30 pages. il a eu probablement son petit succès fin des années 50, début des années 60. D'ailleurs, à l'époque, il y a Philippe Cadic et un autre auteur de SF qui était passé à une radio pour en dire tout le mal qu'ils en pensaient, justement parce que ça véhiculait de conservatisme et de pseudo-fascisme. Mais grosso merdo, c'est pas Dune. Personne. Oui, c'est un film de guerre d'AB Productions, quoi. Oh là là, alors moi quand je disais c'est pas Dune, je parlais de l'œuvre littéraire. Ah d'accord. Parce Moi que je parle du film. parce du coup. que là, oh là là. T'en là as là. pensé quoi, Mike, du film? Ah moi j'ai adoré. Ah bah on dirait pas. J'ai adoré. J'ai pas vu les musclés, moi. T'as pas vu les musclés? Mais Non, moi, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, Non, mais ça c'est joue vrai. là avec les codes de la sitcom. Mais c'est plutôt Oui, la bien sûr, MTV bien sûr. production, si tu veux. Parce que Verhoeven. Ouais, mais il tu joue vois, clairement. enfin, bah justement, comme je disais dans l'intro, il y a que des beaux gosses dans les sitcoms d'AB Productions, il y a que des beaux gosses. Ouais, mais il s'amuse aussi à détruire ces mecs, à détruire tous ces gens trop beaux. Et puis ça se voit à l'écran, je veux dire. Regardez ce qu'ils prennent dans la gueule. Ils sont. L'infanterie. Ouais, l'infanterie, Ouais, c'est ultra l'infanterie. ultra Parce que- maltraité. Parce que heureusement que Dennis Richards est pas maltraité. Parce que là, attention. là on n'est pas On se d'accord. fâche. Non, là on veut pas. Parce que ça c'est moche. Qu'est-ce qu'elle est devenue, elle, physiquement parlant? Non, on n'a pas le droit. Mike. à faire ça. Non, Ah, c'est pas alors- beau. Non? Est-ce que Non. vous avez vu Caspier Van Dien récemment? Ouais. Alors attention, Il a toujours la mâchoire. Il a pas bougé, le mec. incroyable. Ah, bah, Je il est l'ai mieux plus ma- demain. il est mieux maintenant. Ah bah, Il est incroyable. mais sans déconner. Mm. Ah bah c'est un beau gosse. Hein. Non, Ah, mais, ouais. il- Non mais maintenant il est. il c'est avait un mec. toujours eu. Oui, mais bon, il a. Avant c'était un minet. Ah non c'est un dans le homme. film là, ouais, effectivement. Non il est. Mais sa il coupe est de impossible. cheveux impeccable, même s'il se bat. Incroyable. 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 Hein Et surtout, Ken. mais il Bah, réussit c'est tout. c'est ça. Lui c'est Ken et Dennis il est- Richards l'autre c'est était- Barbie. Ouais. Mais oui, en plus avec tu sais le petit nez en trompette, Ouais. vraiment. Mais il est pas très malin. Il se fait quand même beaucoup manipuler, à la fois par l'armée, à la fois par les filles. Et en fait c'est surtout ça. Dennis Richards, à mon sens, c'est Oncle Sam. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que il joue beaucoup effectivement sur l'appel, parce qu'on n'a pas rappelé une notion qui est hyper importante. Tu deviens citoyen à partir du moment où tu as fait l'armée. Et donc du coup, tu as le droit de vote. Donc ça, c'est quand même hyper Mais déjà, marqué. c'est l'idéologie extrêmement fasciste de faire des choses comme ça. Le premier cours, la première scène qui ouvre sur la salle de classe, tout ce que dit Ironside, c'est horriblement fasciste. Oui, bah Et, oui. et puis les mecs sont là, ah ouais, bien sûr, pas de problème. Ouais, On oui. s'enseigne en cours. Non, mais en fait, mais- dans ce film-là, soit t'es civil, soit t'es Citoyen. citoyen. Ou civil, ouais. Et donc c'est une absence de choix en fait ce film-là. C'est-à-dire que t'as pas Non, t'as le t'as choix pas- de non, t'as le mais choix t'as de pas- t'engager. Oui, mais donc ils ont pas le choix. C'est soit t'as le droit à rien puisque tu restes civil, à moins que tu sois riche, soit tu t'engages pour ton pays. Et la Oui. plupart Alors ce qui est intéressant dans le film, c'est que par contre, on nous montre pas l'autre versant, c'est-à-dire les civils qui sont pauvres. qui sont pauvres. Tu vois, Mm. On voit que les riches. Ouais, voilà, on voit que les riches et oui. Si, les parents de Rico. Bah, t'as sont vu leur riches. baraque? Oui, Eh oui. bien sûr. Non, Mais ils sont civils. Ils sont civils. Borico, ça va Mais dire c'est ce que riche en je- Espagne. c'est- Oui, c'est ce que civil je veux mais dire. riche. C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est-à-dire, ils sont pas citoyens. Ils adhèrent pas du tout à l'idéologie en plus. C'est ce que je disais en fait. parce qu'ils s'en Justement, je disais ça. Je disais que on n'a pas vu l'autre versant, c'est-à-dire que les civils qui sont pauvres, on n'a pas vu la pauvreté. Ah, ok. En fait, donc on a vu effectivement les civils qui nous sont présentés et ils sont riches. Donc c'est-à-dire ils sont pas, on n'a pas l'impression qu'ils sont sous la coupe d'un gouvernement, d'un État fasciste qui les réduit, tu vois, à une condition pauvre. Non, ou, c'est tu vrai. vois. Donc c'est là où c'est très très surprenant. Et c'est pour ça qu'ils parlaient d'utopie aussi. Oui, mais c'est Absolument. vrai que- Pardon. Vas-y. Mais là où tu le vois, c'est à travers les fausses pubs là. Enfin, les pubs qui sont. Vicros. Tu dis qu'on voit pas ce peuple pauvre, mais en fait tu le méprises à travers ces pubs, si tu veux, à travers ces trucs qui t'expliquent. Regardez comme c'est bien l'armée, tout ce qu'on peut y faire. C'est un peu prendre les gens pour des benets en fait, avec des pubs aussi simples, aussi gore, aussi. Donc ok, donc il y a une pauvreté culturelle et intellectuelle. Ouais, voilà. Oui, voilà. Moi, je le Oui, vois ok. comme ça. Oui, mais pas financière. Oui, ok. T'as raison. Ouais. Mais c'est un peu un mépris, le mépris du peuple à travers Bah, il y a ces pubs-là. le mépris de classe en fait, il se fait de manière intellectuelle et culturelle. Voilà. C'est ça. Mais comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, yeah. Ouais, moi, C'est j'ai trouvé que justement le déséquilibre qu'il crée en faisant ça, c'est-à-dire cette utopie, parce que le monde c'est un monde fasciste utopique. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire il est merveilleux ce monde jusqu'à l'attaque. tout. Non mais Finalement, sérieux, si tu c'est te bats pas. pour ça d'ailleurs il utilise le code du teen movie. Hmm. Il a pris des stars de séries télé qu'on voyait Beverly dans Hills. Beverly Hills. Ils dans ont machin. tous joué dans Non, Beverly mais ils Hills. ont tous, non mais ils ont tous une plastique parfaite.
tous les gamins qui sont là-dedans. Ils prennent des douches ensemble. Alors ça, on à l'armée direct. Ça, on en parlera. Ah ouais. On en parlera, c'est mais ça hyper fait intéressant. partie de ça aussi. Douche mixte. Par ces traits-là, ils montrent que J'aurais une gaule d'enfer. cette idéologie fasciste, t'as l'impression qu'en fait, elle fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on est passé au-delà de la distinction de sexe, c'est-à-dire homme-femme, on s'en fout. Tu vois, on a un but commun, on n'est plus en train de se reluquer ou machin. C'est un film féministe. Pareil, si tu regardes, il y a autant de femmes que d'hommes, il y a autant de blancs que de noirs. Il y a vraiment un peu. Mathieu n'est pas d'accord avec Ouais, c'est tes ça. propos. Non, Tu trouves pas que Julien que c'est un film féministe? Bah franchement, le seul personnage qui est vraiment badass, enfin pas vraiment badass, et qui réfléchit un petit peu, ouais. Moi j'ai trouvé que c'était, non, mais c'est dur. Oh merde. Parce qu'elle s'engage, Attention, non. Ah, non, c'est chaud. Terrain glissant. Ouais, terrain glissant. Non, mais c'est J'irai pas un film jusque-là, féministe. mais Parce que justement, la notion de genre est abolie, n'existe pas. Donc il n'y a pas de notion si c'est un film machiste ou féministe, puisque on le voit effectivement avec les douches qui sont partagées, avec les clubs pseudo-football, tu vois, qu'ils ont, les équipes, bah, elles sont mixtes également. Ouais, les gradés sont aussi des femmes. Enfin, la question ne se pose pas parce que c'est aboli, ça n'existe pas. Mais niveler les rôles, ça permet pas de mettre la femme en valeur? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, habituellement, dans ce genre de film, à cette époque-là, les femmes étaient pas mises en valeur dans les rôles, à part certaines exceptions. Le fait de mettre tout le monde au même niveau. Alors là, chouchou, ça va être compliqué parce qu'on va vachement généraliser. Ah bah non, si on se concentre effectivement sur le cinéma de SF, oui, ce film-là est un marqueur. Parce que effectivement, il y a pas de rôle en fait féminin où la notion de genre est abolie. Moi, j'ai pas le souvenir. Effectivement. Mm-hmm. Après, là où c'est intéressant, c'est que justement quand on se dit on abolit le sexe, enfin on abolit le genre et on met ça sous couvert que bah oui, ça se justifie, c'est un régime fasciste. Mm-hmm. Ah bah merde. Nous, on est dans une démocratie, mais on voudrait tendre à ça. À mon sens, tu vois que la question du genre ne se pose pas, qu'il y a une acceptation de tout. Mais eux le font, et du coup c'est une utopie fasciste. Mais c'est justement, tu vois, c'est là que l'interprétation que j'en ai, c'est que ce qu'il arrive à faire, justement, c'est ça, comme tu disais que c'était très ambigu, c'est pour ça, en se disant, mais est-ce que t'es vraiment teubé quand tu vois le truc et que t'arrives pas à te dire que c'est une critique. Au final, c'est qu'il en peint un tableau quand même très très propre. C'est ça que je veux dire, c'est que vraiment, finalement, tu te dis, beaucoup de choses fonctionnent. Et il arrive à atteindre, cette idéologie, elle atteint des choses qu'on a du mal, nous, à atteindre. En tant que démocratie, si on veut, tu vois, on n'arrive pas à faire ça. On a toujours cette séparation, on a du mal à accepter tout le monde encore maintenant. Et là, on te dit non, mais nous, on y arrive à le faire. Mais justement, bah ça, c'est le pendant utopie, ce qu'on te fait croire, justement, tu vois. Et c'est là qu'on rejoint les spots de pub qui sont complètement barrés, où t'as les enfants qui écrasent les insectes en leur disant ouais allez-y, et la maman à côté elle est hystérique, elle a dit participer à l'effort de guerre. Enfin c'est horrible l'imagerie que ça renvoie. L'instinct qui les pousse à écraser les c'est complètement dingue, fantastique ça. Mais à côté de ça justement on te montre aussi le pendant inverse, tu vois, c'est ça. Ils se font massacrer. Bah, non mais regarde tous ceux qui sont dépositaires de l'autorité. Tu prends Ironside, le premier prof, qui est leur prof, qui doit être une des matières les plus importantes. Finalement c'est l'éducation civique quoi. Le gars il lui manque un bout de bras de base. Comme dans un mec mutilé. Comme dans tous ces films apparemment. La prof de dans tous ces films, dans les Total Recall il se fait couper les bras aussi. Ouais, il a toujours un membre coupé. Dans Total Recall il perd les deux bras. On se reverra à la fête Richter, moi j'ai adoré cette scène. Le pauvre. Et du coup la prof de sciences qui pareil elle aussi elle est en train de préparer tous les gamins à justement à détruire l'insecte qui est l'ennemi. Ben elle a tout le visage brûlé, elle est aveugle parce que tu vois bien qu'elle a été brûlée, donc forcément on peut supposer que c'est du fait justement de son instruction civique et de son côté citoyenne où elle a dû probablement être blessée. Il y a le type à l'accueil. Le gars à l'accueil qui recrute. Bah lui c'est encore pire parce que il leur dit des trucs horribles. Ils arrivent, ils sont justement les beaux gosses là de Beverly Hills, ils ont fait de la chair fraîche ou comment il leur dit de la chair fraîche. Meat for the grinder. Oui, c'est ça, ouais, c'est de la viande chair à canon. Chair à canon. Ouais, de la chair à canon, quoi. On te dit ça alors que t'es en train de t'enrôler, quand même, tu vois. Et, il finit en disant, l'infanterie, mon gars, c'est bien, c'est l'infanterie. Il recule et il a l'homme que je suis. Et il lui manque les 3 quarts c'est génial, ça. Éclaté par terre, le gars. Et moi, j'ai été marqué par le fait que, justement, tout est beau, tout est bien, présenté. Par contre, au niveau de la stratégie, c'est ultra pourri, quoi. Ils envoient ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Et justement, c'est là où on voit que il y a aucune organisation de l'armée, quoi. C'est allez, on y va. Justement, tous ensemble. Allez, tous sur la planète. On les bute tous et on gagne parce que c'est nous les meilleurs, entre guillemets. Sauf que, évidemment, ils se font complètement éclater. Mais, c'est là que Verhoeven, il est assez fort. Il montre justement cette image, très propre du fascisme, etc., qui ne sert à rien, en fait. Qui sert juste à aller,
se faire enrôler, se faire enrôler et puis aller se faire détruire on sait pas trop pourquoi en fait, parce que sachez-le bien, c'est que les insectes ils sont pas agressifs techniquement. Ils ont pas envie d'envahir la Terre. Non, ils y vont juste pour techniquement les villes de la Terre sont détruites parce qu'il y a les astéroïdes. Les astéroïdes qui sont déviés par les fameuses émanations des insectes là, ou je sais pas quoi, les tirs d'énergie là. Mais sinon ils font rien. Oui, alors il y a plein de choses à dire là-dessus d'ailleurs. Après le check-facking, tu vois, si tu check un petit peu la possibilité, la véracité de cette menace. D'accord. Quand tu regardes les spots de pub, alors après est-ce que ça a un sens ou pas, je sais pas, mais on est quand même diamétralement opposés, la Terre et la planète des insectes dans la Voie lactée. Super éloigné. D'accord. Ouais, c'est 100 000 années-lumière. Ouais, donc c'est loin. Est-ce que tu t'imagines le temps qu'il faut à la vitesse de la lumière, un truc pour nous atteindre, c'est 100 000 ans. C'est donc ça, techniquement, ils peuvent pas programmer l'attaque d'un truc via un météorite. Donc si tu commences déjà à prendre ça en compte, je crois que j'ai pas compris pourquoi ils voulaient les détruire en fait. Non mais moi, alors, très honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Bah oui. Puisqu'en fait, cette attaque-là, on sait très bien qu'un conflit armé justifie un régime. Donc là, on a besoin d'un conflit armé pour justifier le fascisme. Donc effectivement, montrer que cette attaque-là est improbable, impossible, parce que comme tu le dis, ça vient de millions d'années-lumière ou je ne sais quoi, c'est pour bien caractériser que c'est impossible. Mais l'impossible est nécessaire pour justifier un régime. Et c'est pour ça en fait que chaque régime a besoin d'un conflit. On est en 97, la première guerre du Golfe est passée il y a quelques années. Voilà, il fallait qu'elle existe pour justifier qu'on aille dans le Golfe. Ça va, bien sûr, ça annonce aussi l'intervention en 2003, pareil en Irak. Enfin, voilà, c'est. Je veux pas dire que le film a été clairvoyant, mais par contre, non, mais il est lucide. L'hyperpatriotisme, en tout cas, l'est. Mais il est lucide en fait sur son époque. Toi, il est lucide sur le lendemain de la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est vrai, Première guerre du Golfe. Ouais. Et du coup, le triangle amoureux là, qui est entre deux. T'as raison, ça c'est important. Vas-y, recentre. Non, mais c'est mieux. Je préfère ça aussi moi. Ah ben voilà. Est-ce qu'il est nécessaire au propos du film? Est-ce que ça sert ça sert le propos du film, ou est-ce que Verhoeven aurait pu faire un film sans avoir ce triangle amoureux, ou même juste une histoire d'amour? Non mais le gars, non mais sans déconner, mais quel enfoiré. Le gars, il est entre Dennis Richards et Dynamite. Et le gars, il se pose des questions, peut-être. Non mais oui, bon après. Oh là 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 là. Il est nul. Non mais ça, et en plus il couche avec Dizzy juste parce que. Pas tout de suite. Ouais, non, pas tout de suite, mais parce qu'Ironson lui dit de le faire. Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. Moi, on me l'aurait pas dit. Et personne me l'aurait soufflé, j'y serais allé. Parce que il faut quand même rappeler un truc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mike en off. Dennis Richards, voilà. On a tous été ados dans les années 90. Bon, je vais pas vous faire moche avec son nez chelou, là. Quand elle se tourne, tu peux faire du toboggan. Elle a le nez sérieux qui remonte. Elle est pas jolie. Pas le physique. En plus, elle rigole tout le temps comme une benette. T'as envie de lui mettre des gifs. Ah bah ça c'est oui. Sébastien, donc c'est le monteur. Cette intervention, il faudra la couper. Elle a aucun sens. Donc Dennis Richards, c'est un canon. Voilà. Mais du coup, ce qui est terrible, c'est qu'elle éclipse Dynamite, qui est quand même très belle également. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc dans le elle est badass. Hein. Dans le film, c'est elle la vraie gonzesse. C'est elle, voilà. Parce que justement dans le film, il prend les codes de la sitcom où l'autre nana, c'est soi-disant être la moche, celle qu'on n'a pas envie. Tu vois, où le mec, il se dit, tu lui rajoutes des lunettes et éventuellement tu dis, oh putain, elle est vraiment moche, tu lui enlèves les lunettes, c'est un canon. Et tu mets un appareil. Mais oui. Alors qu'en fait, elle est. Il y a un cheveu sur la langue. Et moi, j'ai eu une petite impression, c'est peut-être très faux, mais de Full Metal Jacket, avec une première partie ultra teenage movie à l'école, tu vois, très vase clos. Oui, tu dis même comme. Ouais. T'as tout à fait raison. Et ensuite, ça part. Mais avant de parler, personne n'a répondu à ma question en fait. Vas-y, repose pour voir. Pour le triangle amoureux. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai dit avant que Rico est manipulé. Ça montre aussi, il est manipulé par l'armée, il est manipulé par les femmes. En fait, c'est la futilité de leur présence ici, tout simplement. Parce que en fait, si tu regardes bien Rico, ce qu'il fait, c'est qu'il suit, comment elle s'appelle, Carmen. Lui, il s'engage que pour Carmen, en fait. Tu vois, il sait pas trop ce qu'il va faire. C'est beau. Il est pas malin. Non, mais il est pas très malin parce qu'il s'en sort pas très bien. Bah, il est pas bon à l'école. Sur leur trio, sur leur trio de potes. Ouais. Non, mais il est vraiment pas très doué. Elle décide, elle rêve d'aller. Il a eu 35 en maths. Ouais, dans l'aéronautique, elle veut piloter les trucs. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'engage, quitte à aller au pire endroit, donc à l'infanterie.
La rouquine, c'est pareil. Mais elle suit Rico du coup. Et bien sûr, c'est pas expliqué, mais elle suit Rico. Voilà. Et chacun le Zander, cherche son chat. Exactement. Voilà, mais en fait, c'est juste ça. Puis chacun est là, juste parce que c'est un problème de teen. Tu vois, et eux Mathieu, t'as toujours des interventions extraordinaires. Je peux juste dire un truc. Ouais. Effectivement, tu disais là sur Rico, donc il est débile, il a une mauvaise note, et puis il suit seulement les gondesses, il s'engage pour elle. Et puis à un moment, il y a un événement, c'est que Rico meurt. Ouais. Et Rico ressuscite. Et c'est il y a une espèce, on peut y voir une intertextualité dans la cinématographie, dans l'œuvre de Verhoeven, puisque dans Robocop, Oui, c'est c'est pareil. la même chose. Mmh. Il y a la résurrection, et la résurrection, en fait, elle va donner, comme si elle donnait des pouvoirs à quelqu'un. Donc Rico, avant ça c'était un bonnet qui se fait tuer, maintenant ça va devenir une machine à tuer, l'équivalent de Robocop. On est, tu sais, il reprend en fait l'imagerie et les codes un petit peu qu'on peut retrouver dans la Bible. On sait que Paul Verhoeven profondément athée, mais il a une petite période quand il a eu 20 ans où il s'est engagé en fait. Pentecôtiste, hein. Ouais, c'est ça, chez Pentecôtiste pendant 2 mois, ok. Et donc le mec, il allait prier tous les jours, il était vachement investi, et c'est des trucs qui lui sont restés. Et c'est pour ça que dans sa filmographie, on verra souvent. Alors je parle de Robocop parce que c'est le film que je préfère, mais Robocop, donc pareil, il ressuscite. À la fin, il marche sur l'eau. Et je sais pas si vous vous souvenez de la scène finale, tu vois, limite il marche sur l'eau. En fait, la vision qu'on en a, c'est ça. Et là, c'est la même chose. Donc quand tu ressuscites, on pourrait penser, parce que c'est pas dit explicitement, on pourrait même penser que c'est du clonage, parce que l'époque peut-être pourrait privilégier ça. Mais du coup, il devient une autre personne et une machine à tuer. Oui, parce que du coup, il va monter dans les grades très rapidement, quoi. Ah bah oui. Parce que sur la planète, c'est là qu'il va tuer le grand insecte qui crache du feu, là. C'est là qu'il fait c'est là où il grimpe sur le dos. Ouais, c'est exactement. Ouais, il est capable d'héroïsme, clairement, tu vois, de se sacrifier. Ça y a pas de souci, mais je pense qu'il est vraiment patriotique quelque part. Dès le début, il est quand même à fond dans la citoyenneté. Alors, s'il est patriotique, c'est que la nation pour laquelle il veut donner son corps s'appelle Carmen. Et moi, je souscris. La mort de ses parents pousse quand même aussi. Je veux dire, il y a quand même, on l'a pas dit, mais il y a quand même la ville où habitent ses parents qui est rasée, quoi. Ouais. Du coup, ça le pousse aussi du coup à s'engager et à pas retourner à l'école. C'est vrai, mais je sais pas si tu te souviens, ça le pousse, mais alors. Vite fait, hein. Il est pas traumatisé. Il attendait un prétexte. Il s'est dit putain, j'ai pas envie de me barrer. Quoi, mes parents sont morts. Un casque, une arme, je suis dispo. Ouais, c'est fou ça. Ah ouais. Non, c'est vrai, il verse pas trop de larmes. Mais bon, c'est pas Harvard du coup, parce que. En fait, c'est eux les teubés, c'est une école de teubés. Exactement. Quoi. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'esthétique du film en fait? Parce que moi j'ai trouvé personnellement les séquences dans l'espace un peu loupées à cause peut-être parce que c'est difficile. Maintenant, parce que c'est de 97. Maintenant. Putain, mais en 97, c'est mortel quoi. Ah non, mais moi j'adore le créneau de Dennis Richards. Le petit créneau qu'elle fait là. Ah oui, pour se garer avec son... Non, elle sort de son stationnement et à 2 cm près. Ça c'est génial. Ouais, elle est forte. Tout le monde a peur, mais elle a beaucoup de talent. Elle a de la confiance. Ça, moi, elle m'énerve. Quand t'as fait ça. Pourquoi? Parce que t'es une apprentie, tu fais pas la kéké avec t'as vu la taille du truc, tu vas tout arracher, t'as gagné quoi? J'y mets des claques. Là où je te rejoins, c'est qu'en plus, elle fait une grosse boulette. Mais grave, par la suite, elle va faire une grosse boulette. En plus, elle modifie son truc en faisant la maline, et c'est pour ça qu'ils prennent le météorite dans la tronche. C'est ça. Après, elle fait une manœuvre d'évitement, de justesse, ils sont tous là. Oh non, mais génial, ce que tu nous as fait, tu nous as évité la mort. Alors que ça sert à rien. Si on avait continué sur le chemin prévu, on était pépère. C'est clair. C'est vrai que ça sert à rien. Alors que, parallèlement à ça, Rico, lui, il a même pas fait véritablement une bêtise. Il a voulu aider l'autre avec les problèmes de casque. Manque de bol, le type se prend une balle dans la tête, il meurt, et Rico se fait punir. 10 coups de fouet. 10 coups de fouet. Je suis sûr que cette scène, Spielberg l'a vue. Et dans il faut sauver le soldat Ryan, il s'est dit je vais refaire la même scène sur la plage. Quand le mec enlève son casque, il file son casque, il prend une balle. Vous vous souvenez pas de cette scène? Si. Non, je rigole. Il prend une balle qui ricoche. Il enlève son casque, il dit ouais, il dit putain, j'ai de la chance. Et il en prend une deuxième. Non, j'ai pensé à Spielberg. Non, mais en bossant un peu sur Spielberg, Verhoeven. influencé par Verhoeven? C'est possible. Non, mais moi, j'aurais voulu voir la liste de Schindler par Paul Verhoeven. Oh merde. Avec Dennis Richards. Schindler, ça serait Dennis Richards. Le Verhoeven, il a commencé dans la marine, mine de rien, à faire du cinéma. Il a filmé des trucs comme ça, et il a fait tout un documentaire pour l'armée hollandaise. Et dedans, il filme des scènes justement d'entraînement où il s'entraîne à balles réelles. Et tu vois, il a fait tous ces trucs-là. Moi,
Je pensais pas qu'on faisait vraiment des trucs comme ça, mais en fait, les mecs, ils les font ramper. C'est chaud, un gars qui est, il est au-dessus, puis ils mitraillent à balles réelles, ils font péter des trucs à côté d'eux, tu vois, pour bien les mettre dans l'ambiance et pour bien les conditionner. Et au final, il le dit même, il a filmé des trucs comme ça parce que c'est des trucs qui, en fait, il a déjà filmé. Il a dit, vous regardez alors il le dit en serrant un peu les lèvres parce que c'est pas un truc qu'on aime avouer en disant j'ai repris des trucs que j'ai déjà filmés. Il a dit mais vous prenez le truc que j'ai fait quand j'étais à l'armée dans la section cinématographique, ce que j'ai fait pour eux. Il a eu un petit prix d'ailleurs pour ce truc-là, mais il a dit j'ai filmé la même chose. Mais oui, non mais Verhoeven. Non mais il recycle souvent son propre cinéma. Pour moi c'est pas un défaut hein. C'est une marotte. C'est une marotte ou de l'autocitation, mais moi c'est pas un problème. Je trouve que c'est même intéressant parce que ça crée véritablement une œuvre. C'est vrai. Mais on disait Verhoeven, etc. Là, tu dis, il a connu l'entraînement militaire, mais il parle des nazis et du fascisme, mais il a quand même grandi dans une Hollande avec des nazis, quoi. Donc le gars, il sait quand même. Il est né en 38. Il a quand même eu toute cette culture. Ça, bah oui, forcément. C'est pour ça qu'il c'est fou, en fait, c'est que tu connais la filmographie du mec quand il arrive, d'accord ? Tu connais son passé, et tu t'étonnes que le mec il fasse un film, ou quand t'es critique, t'arrives à dire non mais le mec il a fait un film de fasciste. Ouais, non mais bien sûr. Réfléchis un tout petit peu, c'est pas possible. Comment est-ce que les critiques, moi ça c'est un truc j'ai pas compris. Comment est-ce que les critiques ont pu le dézinguer comme ça quoi. Ouais, mais rétrospectivement c'est toujours plus simple pour nous parce que le temps a fait son boulot. Il est quand même sorti il y a 25 ans, tu vois, grosso modo. Donc on peut appréhender le film différemment. Il faut quand même rappeler un truc. Paul Verhoeven pendant des années, il était pas considéré par la critique. Faut dire qu'il est considéré par la critique depuis. Il a été réhabilité il y a une dizaine d'années. Mais avant ça, Paul Verhoeven, par la critique institutionnelle, les cahiers du film. Ou d'autres. Les premiers en France, pour le coup, qui ont vraiment défendu Paul Verhoeven, c'était Starsfix. Et puis par la suite, Mad Movies. C'est effectivement les cahiers du cinéma, c'est assez récent, c'est une dizaine d'années. Mais avant, on le considérait pour un cinéaste vulgaire. Tu vois. Il a même un parcours où il se détruit à chaque fois en fait. Tu vois. En Hollande, il commence, il fait des trucs, on le laisse faire, et puis au fur et à mesure, la critique le flingue, on lui dit non mais qu'est-ce que tu nous fais comme film, on supporte pas. Puis du coup, il migre aux États-Unis, il fait son cinéma. Donc non mais en Hollande, il a beaucoup de succès. En Hollande, encore aujourd'hui, Turkish Delight, il s'est quand même fait allumer pas mal là, pour ce qu'il faisait. C'était aussi du voyeurisme. Oui. Ça servait. Non mais faut que c'était gratuit. Non mais je suis d'accord avec toi. Après, il faut se dire, attends, c'est Turkish Delight qui à l'époque quand il sort, il fait plus de 3 millions d'entrées. On parle d'un pays de 15 millions d'habitants. Et encore aujourd'hui, c'est le plus gros succès, tu vois. Donc Paul Verhoeven, quand il part à Hollywood, le gars en fait, il est déjà installé en Europe. Enfin en Europe, du moins en Hollande, c'est un cinéaste très intéressant. Quand il arrive aux États-Unis, le gars, en fait, c'est des projets qu'on lui propose. Il arrive, on lui file Robocop. Sa femme, lui, il a jeté. C'est sa femme qui lui a dit non mais relis-le. C'est un script qui peut être intéressant. Ça rappelle un peu, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire avec, par exemple avec Stephen King, quand avec Carrie, heureusement qu'il y a toujours une femme qui est derrière, parce que Stephen King qui avait balancé le manuscrit, qui fait chérie, c'est pas mal. Non, c'est pas dégueu, on va quand même l'envoyer. Et là c'est pareil, tu vois, avec Paul Verhoeven et Robocop. Pourquoi tu ris, Mike? Tu veux dire quelque chose? Non, pas du tout. Je t'en prie, vas-y. Non. C'est ton émission, dis ce que tu veux. J'avais une blague en tête, mais. Ouais, d'accord. Il rigole, effectivement, ça doit être nul. Une bonne manière de rebondir, c'est de parler de Clancy Brown quand même. Ah oui. Franchement, au top. Non, au top cet acteur quand même. Il joue toujours l'enfoiré de base et il est toujours trop bien à l'écran quoi. Moi je me souvenais vraiment plus trop qu'il était dans le film. Je sais pas pourquoi, je l'avais un peu mis de côté. Et en fait à chaque fois que je le vois, il est quand même génial en salopard ultime. Et c'est lui en fait le héros techniquement, le héros de la... Ah bah oui, à la fin c'est lui le héros. Le vrai héros, c'est lui, sachant que Rico. Ouais. Ma grande frustration, c'est qu'il tenait le rôle principal d'une série qui s'appelle La Caravane de l'étrange, qui était diffusée sur HBO. Donc là, je fais une petite aparté, mais c'est une série qui était formidable et c'était lui le héros. Enfin, c'est lui le personnage principal. Donc c'est quand même rare, tu vois, pour un comédien comme lui, c'est pas un premier rôle, tu vois. C'est vieux. Alors oui, c'est assez vieux parce que en fait la série a été annulée au profit de Rome. Je sais pas si tu viens de 2001, 2000. Ouais, début des années 2000. Un peu plus peut-être. Ouais. Et ils ont estimé que les deux séries étaient assez coûteuses. Okay. Donc ils ont privilégié Rome. Voilà. Donc c'est un vrai acteur en fait. Oui, c'est un bon acteur. Non, parce qu'on le voit toujours dans les rôles un peu grossiers, un peu pas très pas des rôles de composition. Là si tu regardes c'est pareil c'est juste une brute en fait. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Mais c'est drôle. Il entraîne les gamins, ils viennent d'arriver, c'est des bleus, il leur pète les bras. Tu vois, il les dézingue, il y en a une qui manque d'étouffer, il y en a un il lui éclate la main avec un couteau. Non mais à chaque fois il dit médic. Mais bon. Non mais sans déconner quand on se pense dans les années 90, donc on est ado, on voit ça. C'est génial. Mais c'était hyper jouissif. Steven Seagal.
Bah, tu sais quoi, ouais, c'est Steven Seagal dans l'espace avec un budget de 100 millions de $. Exactement. C'est génial. Bah, j'achète, j'en veux 2. Bah oui. Parce que vous avez vu les suites? Ah non, je me suis pas arrête. infligé ça, non. Alors, moi, j'ai juste vu le 2 parce que c'est Phil Tippett qui l'a réalisé. Ouais. J'en parlais par la suite. Je fais du teasing parce que je vais en parler de Phil Tippett plus tard dans l'émission. Je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Continue. Ouais, c'est pour son film. Ouais, c'est pour son film. Ah, il a mis 20 ans pour le faire, l'ami Phil. Moi, je l'ai vu, C'était quoi son rôle sur le premier film en fait? Phil Tippett? Ouais. Ah C'est bah. le producteur? C'est un producteur? Non, c'est animatronique et compagnie, ouais. Ah, c'est lui, ok, d'accord. Il a bossé D'accord. sur Star Wars, il a bossé sur tout. Ok. C'est lui qui a, dans Robocop, pareil. Alors, on parle souvent de génie au cinéma, il n'y a pas plus galvaudé que génie, comme terme. En l'occurrence, Phil Tippett c'en est un. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ah, dans Pour son Mathieu, domaine, il y a un génie à chaque émission. C'est le Roger Dickens de Ouais, c'est- l'animatronics, quoi. Oui, si tu veux. Ouais. Si on parle Mais de poste. non, mais dans son rôle en tant que créature visuelle, ce mec-là est exceptionnel. Alors effectivement, Starship Troopers 2, bon bah ça pue du fion, mais le pauvre, c'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, en fait, il voulait faire un film à 5 millions. Il voulait faire un film à petit budget où il peut se faire plaisir, il fait des animatroniques, il fait machin. Le gars il fait écoute bonhomme, nous on a un truc à te proposer, on va te filer un peu plus, quasiment 10 millions et tu me fais Starship Troopers 2. Ouais, bon, ils abusent. Bah ouais, sauf que t'imagines, ça fait quand même 10 fois moins de budget. Ouais, c'est vénère. Bah ouais, et puis franchement, c'est triste à voir. Le pitch, c'est quoi? Tu sais dire? Oh non, en plus c'est quasiment tourné en huis clos. Non, franchement, c'est nul. C'est vraiment pas terrible. Et puis t'as l'impression que leurs armes, c'est des jouets. Enfin, non, c'est très très triste. Vraiment très Et triste. du coup, on parle d'animatronics, mais ils sont impeccables dans le film. Hein. La scène où ils découpent les insectes déjà, c'est déjà, ça pose le ton en fait du truc. Et ça vieillit J'aurais super bien. adoré super couper bien. ça. J'aurais adoré couper ça. Ouais, t'aurais voulu le faire. Ah ouais, en sciences physiques. Là. Ah, mais t'as pas l'odeur avec, mais je crois que ça Ah, doit être franchement. quand même badass. Ah Je ouais, me serais fait plaisir. Non mais tu sais quoi, Jules, et je pensais exactement la même chose que toi. Moi, c'est pas tant de découper les C'est bestioles. l'odeur. Ouais. Putain, c'est l'odeur. Bah, elle gerbe le truc d'ailleurs. Ah bah oui, même quand Et elle même vomit, elle est jolie même en gerbant. elle vomit bien. Ouais, elle vomit bien. Non hein. mais c'est vrai, Ouais. elle a le vomi gracieux. Non, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Regarde bien la scène et tu vois à quel point Casper Van Dien, il est mort de rire parce que juste sur la scène il rigole quoi. Et il joue avec le truc tu vois devant son nez comme ça et il a du mal à se retenir de rire parce qu'il sait forcément ce qui va arriver quoi. Mais ouais, enfin je veux dire même en biologie nous on nous a interdit maintenant de faire des trucs comme ça. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait mais nous à l'époque on avait fait 2-3 trucs. Moi je sais que la génération d'avant moi, la génération de notre grand frère, ils ont découpé un œil de bœuf. Je crois que c'était un truc Ah comme ouais, ça nous on qu'ils découpait faisaient. des souris. Hein. Ouais, ah ouais, Des tu fais ça toi? Des grenouilles. Non Ah non. Ah, grenouille, souris, ouais. Bien sûr. Ah souris non ça on nous avait Ah bon ah ouais, mais ils si. nous avait dit stop quoi. Nous on a fait Ah, c'était grenouille alors? ouais. Je confonds Ah, peut-être. t'as fait souris, t'es plus jeune que Tu moi. confonds les souris Ah ouais, et les grenouilles. peut-être. Non, mais je me souviens Ah, une plus. enfance compliquée, toi, hein. J'ai coupé un truc, bref. Ah, toi, t'as un truc à couper, tu Enfin, coupes. bon, j'ai juste dit ouais, c'est berserk quoi. Moi je veux plus faire des trucs comme ça quoi. Ouais, mais du coup, dans le film, ça, moi je trouve que ça pose bien l'ambiance quoi déjà. T'as les mains dans les aliens, et ça j'adore. C'est du niveau. En même temps, ça vieillit pas comme tu l'as dit. C'est niveau Jurassic Park, tu vois. Exactement. Ah, c'est le même gars. Ouais. Bah, c'est Phil Tippett Ah, aussi voilà, qui est sur non, le mais coup. impeccable. Non, franchement. et tu as tout à fait raison, ça vieillit vachement bien. Parce que, donc, il y a un mélange d'animatronique et puis aussi d'effets, de VFX. Mais tout ça se marie trop C'est bien. ILM aussi derrière. Ouais, ça On y est, avait oui, déjà oui. parlé Oui. mais bon, c'est Bah, t'as la pointe. George Lucas, évidemment. Non, George Lucas, arrêtez, les gars. Non mais c'est vrai. En tout cas, il y a aussi cette façon de c'est pas tant que de faire, si tu veux, de l'animatronique, c'est de faire aussi des effets spéciaux. Mais c'est de bien les marier dans l'image et de réussir à faire ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Et la façon, c'est là qu'ils sont très intelligents ces gens-là, c'est qu'ils savent comment le mettre dans le film. Et c'est vrai, ils arrivent à faire illusion et ça. Ouais, 15 ans, 20 ans après, Impeccable. T'as raison parce qu'on n'a pas parlé de la mise en scène de Paul Verhoeven, qui, moi, c'est une mise en scène qui m'intrigue parce que c'est une mise en scène au final que je ne vois pas. Et ce qui la rend hyper efficace parce que très souvent il y a des cinéastes on connaît, c'est le comme on disait, c'est quand chaque fois qu'on parle d'un auteur, on voit des tics de mise en scène. Chez lui, je ne la vois pas. C'est tellement fluide. C'est vrai. Ouais. Et puis en même temps, c'est toujours bien monté. Enfin, il y a des tics. Alors il y a des tics plutôt, on va dire, dans les sujets, dans les thématiques, même si ce sont pas des scénarios qu'il a écrits lui-même qu'on dans leur le apporte. rythme. Dans le rythme. Ouais, mais sa mise en scène, je la trouve c'est toujours classe, quoi, parce que c'est tellement classe que tu l'aperçois pas. Et il impose effectivement un rythme. Non, je suis impressionné, moi, par ce monsieur. Moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est l'évolution du rôle de Dougie Himmler.
Il l'appelait comme ça sur Dougie. Bah oui, Ah oui, avec avec sa justement, sa grosse veste, enfin sa grande veste en Sky. L'évolution du personnage est assez drôle. C'est qu'à un moment donné, Carl, il disparaît. Donc Carl pour Neil Patrick Harris, donc Barney, qui est déjà Barney. Je sais pas si tu remarques au début du film, il veut pécho partout. Ouais, bien sûr. Ouais. Il essaye de L'évolution est drôle de les voir étudiants et de voir un peu. Et il disparaît étudiant et il revient et effectivement c'est Carl le nazi. Tu vois, oui, c'est ça. Ouais, parce qu'il arrive dans son imper noir, dans son machin. Enfin voilà, toute l'iconographie nazie dont on parlait tout à l'heure. C'est exactement ça. Ils lui ont fait en plus des cernes. Tu vois, il a plus du tout le même ton. Bon, en même temps, tu le sens parce que c'est assez drôle. Il dit, je sais plus, j'ai les scores pour partir dans la division dont j'ai oublié le nom. Un truc. Ouais, de recherche et développement. Voilà, je crois. il le regarde et en mode, ah ouais, toi, tu vas être là-bas. C'est que les meilleurs déjà qui y vont, ceux qui ont des capacités en tout cas, voilà, intellectuelles. Et tu sens qu'il y a un truc genre. Il le regarde et puis il sent qu'il va y avoir un shift quoi. En gros, il va partir et il va revenir. Ça va être les têtes pensantes. Bah, il lui dit le gars lui dit je vais devoir vous saluer la prochaine fois qu'on se verra. Ouais, quoi. Voilà, mais tu sens que il va y avoir une sacrée évolution dans ses grades quoi. Et c'est assez drôle comme après il arrive sur le champ de bataille après qu'ils aient tous ils aient déblayé le passage pour lui et il arrive. Tout à la fin. Tout à la fin, ouais. Non mais même cette scène où il revient. Et où il y a justement, je crois que c'est juste après je veux pas spoil trop non plus, enfin en même temps, on s'en fout. C'est après la mort de Dizzy, je crois. Ils viennent de balancer le cercueil dans l'espace. Et justement, comme tu disais, donc Rico est devenu totalement différent. Déjà, il est indifférent à Carmen. Tu sens ses charmes n'ont plus vraiment d'effet sur lui. À ce moment-là, lui, il est devenu une machine de guerre et je suis là pour me battre. Elle est déjà un petit peu au-dessus. Elle a les mains propres. Elle est dans l'aéronautique. Et Carl arrive et il leur dit un truc du genre que c'est de la chair à canon et que lui il doit décider tous les jours combien de gens il va envoyer mourir pour des stratégies, pour des machins, pour des trucs comme ça. Effectivement, il le détache complètement, mais ça encore, c'est encore un message où on montre que les gens qui veulent devenir citoyens, la population, c'est juste c'est des gens qu'on utilise et qu'on manipule à souhait quoi. L'entrée en scène de Carl c'est vachement inspiré par une cinéaste qui a inspiré beaucoup d'autres artistes, qui est Leni Riefenstahl. Donc pour rappel, qui est cette dame? Donc c'était la dame qui faisait des films pour la propagande nazie, dont le film le plus connu est Le Triomphe de la volonté, où tu vois donc la parade des nazis devant Hitler. Et quand Carl apparaît, effectivement, c'est les mêmes apparitions que on a vu par exemple quand Darth Vader apparaît, tu vois, ces entrées en scène là, voilà, c'est avec les marches impériales. Et si vous n'avez pas vu de film de Leni Riefenstahl, surtout sa propagande nazie, je ne vous y invite pas. C'est pas nécessaire. Mais par contre, vous l'avez tous vu. Vous avez tous vu un clin d'œil qui est extrêmement marquant. C'est Le Roi Lion, en 1994, où on voit Scar, qui est sur avec les hyènes qui défilent, quoi. Avec les hyènes qui défilent au pas de loi. Et ça, c'est plus qu'une référence. C'est calqué sur, les plans sont les mêmes. Ah bah oui, c'est calqué sur le triomphe de la volonté de Riefenstahl. Et là, toute apparition d'un méchant, un antagoniste qui représente un régime fascisant, c'est toujours la même mise en scène. Et donc, on parle d'un film qui a été réalisé en 35. Donc, on en pense qu'on veut. On n'est pas là pour dire que c'est bien. Non, le mec, si, on dit que c'est mal, le nazisme, évidemment. Mais pour te dire que, en fait, la touche, la patte de cette réalisatrice influence encore aujourd'hui une certaine mise en scène. C'est vrai que maintenant que tu le dis, à chaque fois qu'apparaissent ces humains-là, ce sont des antagonistes, en fait. Même, ils me font peur à chaque fois qu'ils arrivent. Ah bah ils sont dangereux. Bien sûr, et les images que tu vois d'eux, puis de Carl ou quoi, des gens qui font des essais, ils font des tests à un moment donné. Justement, là, ce sont les humains, les antagonistes. Mais bien sûr. À la remarque à la fin, quand il touche la reine et qui dit elle a peur, elle est terrifiée, ou je sais pas ce qu'il y a un truc comme ça, et que tout le monde applaudit. C'est vraiment l'image du truc où tu viens sur la planète de quelqu'un ou de quelque chose et tu opprimes directement, et tu opprimes par la peur. Donc c'est un peu aussi un symbole de fascisme et de une critique de aussi guerre directe de la politique de l'époque aussi, des États-Unis, forcément. Exactement. On trouve une bonne raison pour aller attaquer les gens et puis on leur fait peur. Exactement. Est-ce que les gens la domination par la peur prennent Starship Trooper au premier degré, sont-ils des teubés du coup? Non. En 97, non. Aujourd'hui, oui. 2 fois, 3 fois, oui. Et en 97, je maintiens ce que je disais tout à l'heure. Ils n'avaient pas le recul que nous on a. C'est vrai.
Mais aujourd'hui, si tu prends Starship Troopers, putain, en premier degré, tu dis c'est un film fasciste. Là, bonhomme, faut se poser des bonnes questions. En tout cas, c'est un film sous ses traits esthétiques et puis sa violence, etc., qui a beaucoup de couches intéressantes à examiner, et puis ça fait un petit peu réfléchir sur toutes ces choses dont on a parlé. Donc, on n'a pas parlé de la musique. Et non. Ah ouais. De Basile. Basile. Pour les douilles. Ouais, c'est Robocop aussi. C'est Robocop, c'est Conan le Barbare. Conan le Barbare. Ah ouais, non, bon, il y a une piste qui est vraiment vraiment bien. Très martial. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est une chouette BO, clairement. Et je savais pas que c'était le même. Mais, j'adore la BO de Robocop. Ouais. L'année prochaine, on fera Robocop parce que j'aime trop ce film. Ce serait effectivement vraiment sympa de le faire. Ah, mais Robocop, c'est fantastique. Traumatisme. Bah, on te fera plaisir. On Alors, le fera. Non, mais parlez pas de cette scène. Non, mais Robocop. Alors, je vais vous parler de moi, mais Robocop, je l'ai vu. Je devais avoir 7-8 ans. Ah non, mais le traumatisme absolu. Une horreur. Je me souviens, je l'ai vu chez un voisin qui était plus âgé que moi. Ça se passe toujours comme ça, forcément. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qu'est-ce que tu foutais chez un voisin? Il était adolescent. Ah, oh les gars. Non mais Mike, s'il te plaît. Ça va pas mieux, toi, Mike, hein? Non, ça va pas mieux. Il y a la mort de Murphy. Ah, terrible, ouais. Terrible. Et il y a ce type qui se retrouve dans l'acide sulfurique et qui éclate sur le pare-brise. Préféré, lui. Mais ça m'a marqué pendant des semaines. Moi aussi, j'ai l'image là. Maintenant il brûle son copain. Horrible. Mais quel film incroyable. On digresse, mais on le fera. Non, il faut, parce qu'en plus, c'est un film de digresser parce qu'il est temps. Non, mais je pense que c'est même, alors, j'aime beaucoup Starship Troopers, hein, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un film encore plus intelligent sur l'utilisation de la propagande, de la publicité. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a cette thématique de la publicité, hein, qu'il utilise déjà dans Robocop, qu'il utilisera plus tard aussi dans Total Recall, juste avant, Starship. Mais, ce que je disais tout à l'heure, c'est le gimmick avec la résurrection. En fait, You want to know more? Une patte Verhoeven dans tous ces films, du coup. On voit que c'est un film Verhoeven à chaque fois. Oui, tu vois un film, tu sais pas qui est le réel, s'il y a ces trucs-là. Alors, dans le corpus Verhoeven, oui, il y a des thématiques comme celle-ci qui reviennent. Mais. De là à le voir au premier coup d'œil, Non, mais non, tu vois le film, tu fais, mais ça c'est Verhoeven. Ouais, non, mais ça peut te mettre la puce à l'oreille, tu vois. Non, mais non, attends, on fait de la masturbation intellectuelle, hein, on faisait un peu les malins. Comment ça, évidemment que non. De quoi tu parles? Il est temps, messieurs, de passer aux actualités, et nous allons traiter le film Dune. Alors, Loris, Julien, nous avons vu Dune ensemble. Ouais. Oui. Votre avis sur Quel chef-d'œuvre. Je regarde Mathieu dans les yeux. Quel chef-d'œuvre. Non, je rigole. Je m'enflamme. Mais non, très chouette film. Je m'attendais à quelque chose de bien. J'ai eu quelque chose de très bien. On a parlé ensemble de la première version, hein, du coup. On va faire un comparo direct. Je veux dire, tu peux pas, quand tu vois le film de Lynch de l'époque, c'est difficile de dire qu'il est mieux que ce qu'on a vu là récemment. Villeneuve, il maîtrise quand même parfaitement l'œuvre. Du moins, il l'introduit de manière assez claire. Je veux dire, tu comprends en tant que spectateur ce qui se passe, contrairement à la première version de Lynch où t'es complètement paumé. Voilà. Vas-y, je reprends là-dessus après. Bon, t'es d'accord, toi, du coup. Voilà. Ensuite, au niveau de l'esthétisme, je trouve le film en plus très beau. Les plans équilibrés, avec franchement vraiment des passages qui t'hypnotisent, et notamment grâce à la musique de Hans Zimmer, qui est Mathieu va vomir. Mathieu va vomir. Attaque frontale. La musique de Hans Zimmer que je trouve vraiment vraiment bien, parce que c'est un film où il faut écouter tes émotions quand tu regardes ton film. Tu vois, tu ne peux pas être complètement matrixé par le cinéma que tu as vu. Quand tu regardes un film, tu aimes les images, tu aimes le son que tu as dans les oreilles. Quelles émotions ça te procure. Si tu sens que ça te fait du bien, c'est probablement grâce à la musique. Bravo. Donc Hans Zimmer fait un super travail sur ce film. Et après, il y a plein d'opinions qui divergent. Et divergent, c'est beaucoup. Oui, parce qu'il y a beaucoup. En fait, j'ai même sur Twitter, je m'amusais à regarder un peu les gens, ce que les gens pensaient du film, tout simplement. Et en fait, c'est vrai que la BO, elle divise, mais c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, quoi. Il y a des gens, ils adorent complètement, et il y en a, ils détestent au plus haut point. Et ça te fait rire. Et ça me fait rire, parce que je regarde pas Mathieu depuis avant, mais il est en train de ranger à la table. Mais voilà. Non, mais sinon, moi j'ai pris un petit peu. Non, sinon il y a le rythme est des fois un peu lent. Il y a des petites longueurs, mais j'imagine que c'est dû à l'introduction de la saga. Parce que c'est vraiment pas facile de le faire. Mais
on peut le féliciter. Enfin, moi, avec mon regard de Mike Lambda, c'est un super nom. C'est un super nom. de ouf. J'ai beaucoup aimé ce film parce que ça m'a. En fait, Tu veux dire j'ai aimé beaucoup. j'ai quoi là comme la semaine dernière. J'ai apprécié le fait de comprendre tout de suite qui était qui faisait quoi. Parce que dans la première version, les enjeux sont posés. c'était non. bon. Ouais, Après moi, j'avais vu la première version, donc voilà, je pouvais comparer. Mais la première version, quand je l'ai vue de David Lynch, je me dis mais qu'est-ce que c'est ce foutoir ? Je comprends rien. Qui doit faire quoi ? Qui est où ? Dans quelle planète ? Et là, c'était alors peut-être que c'est peut-être trop simplifié pour le grand public, j'en sais rien. Mais moi, j'ai été quand même soulagé de pouvoir comprendre tout ce qui se passait et qui était qui et qui faisait quoi. Et les acteurs sont franchement, ça joue bien. Hein. Bon, Zendaya, elle avait pas 3 mots à dire. Non, mais Chalamet, franchement, est juste. Il tient bien le rôle. Ils l'ont bien choisi. Après, c'est vrai que Oscar Isaac, il a non plus pas énormément de trucs à faire, mais ils sont bien dans leur rôle, je trouve. Voilà. Ouais. Julien, ton avis sur le film ? Alors, moi j'ai vu avec vous, du coup, on était à la même séance. Oui. Et j'avoue que c'est vrai qu'en sortant de la salle de cinéma, j'avais aussi un peu cette impression de vraiment d'être content, d'avoir vu un truc sympa et je pense que, mais avec un peu de recul en prenant le temps. En discutant avec Mathieu. Non, pas du tout. Bah justement, on en a pas discuté une seule fois, Mathieu et moi. Mais c'est en fait, si tu veux, j'ai fait un comparo parce que moi, je n'ai ni vu la première mouture. Donc de David Lynch, moi j'ai jamais vu. Dommage. Mais non, avec les 3 quarts d'heure de bande-annonce. à un moment donné, ne regarde pas ce truc-là comme ça, t'y vas. T'as rien vu. Donc du coup, en fait, moi je peux te dire qu'effectivement, moi j'ai mis peut-être un peu plus de temps que toi. Et c'est vrai qu'il pose pas trop mal les choses. Après, au final, je suis désolé si tu prends aussi un peu de recul. Alors la dimension épique, peut-être qu'elle s'inscrit dans l'œuvre générale, mais le film en soi, si maintenant je le compare au premier volet que j'ai vu du Seigneur des Anneaux à l'époque, j'étais le Seigneur des Anneaux, j'étais inquiet et j'avais de l'empathie pour tous les personnages. Tu vois, Aragorn, Legolas, Gimli, quand ils partent dans leur truc. Tu vois, à la fin du film, je suis à fond avec chacun des personnages. Qu'est-ce qui va arriver à Samwise et à Frodon? Qu'est-ce qui va machin? Donc, je suis vraiment, et pareil, je connais ni l'œuvre, j'ai pas lu les bouquins, j'ai rien vu avant, mais il y a une vraie intensité et il se passe quelque chose. Après, l'esthétique aussi est très sympa, elle est très différente chez Villeneuve. Après, on retrouve des trucs qu'il avait déjà fait dans d'autres, c'est très épuré, c'est très machin. Aussi, c'est un peu, désaturé. Voilà, c'est bien, mais au final, alors, si tu veux, dans l'esthétique, il y a des choses qui m'ont plu. Alors, dans le son, c'est vrai que des fois, c'est très très fort. Et il y a des gens, ils ont dit, j'ai entendu tout le temps. Ouais, non, mais tu sais quoi, ça m'a fait rire. Un peu, j'ai trouvé le gars. J'ai trouvé. Je voulais rien dire, mais c'est ça me fait rire. Le gars, il s'appelle Chas Smith, si vous voulez aller voir. Donc ça s'écrit C-H-A-S, Smith, S-M-I-T-H. Et c'est un gars qui se dit, alors il est à la fois, ça va rejoindre le truc du bruitiste, tu vois. Il est, c'est quoi, ferronnier soudeur, sculpteur, percussionniste. Fais-moi de la musique. Ouais, non, mais il est spécial, le mec, hein. Et donc, il fait des sculptures très particulières et puis il va les faire vibrer avec une arche comme ça. Et c'est là qui te donne ces sons totalement improbables qu'utilise Hans Zimmer, notamment. Il les a utilisés déjà sur Superman, sur lequel il avait travaillé. Okay, d'accord. Il s'appelle pas Superman, je sais plus comment c'est. Man of Steel. Oui, non, mais ça fait 20 ans qu'il nous recycle. Je voulais rien dire, mais attends. Moi, j'aimerais bien juste je finis juste accueillir. en disant que voilà, je pense qu'il y a eu un truc entre deux. Et que je pense que l'esthétique, et il y a une partie du film qui m'a beaucoup plu, d'accord, même si, et d'un autre côté, dans l'esthétique aussi, j'ai trouvé ça très épuré, des fois je sais plus dans quel monde on est, tout est lisse, tout est machin, tu vois, t'as pas beaucoup de choses auxquelles te raccrocher par rapport aux cultures, machin, alors que normalement il me semble que l'œuvre est très 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 portée sur... La musique le fait. Ouais, bon, voilà, je suis sorti de là, et puis après, par contre, une dernière chose, c'est que les gars prévoient de faire un film sans savoir s'ils vont faire un deuxième. Voilà, c'est un peu tristounet. Je veux dire, si là il y a pas une suite, voilà, ça fait pchit. Hein. Allez, je demande à Éléonore de nous rejoindre pour nous donner son avis sur le film Dune. Bonjour Éléonore. Bonjour. J'ai passé un bon moment. Voilà, j'irai voir le volet 2, enfin la deuxième partie. J'ai eu un peu l'impression bizarre de voir un mélange de Star Wars et de Marvel. Alors c'est peut-être dû aux différents acteurs, celui de Aquaman et de... Voilà, donc ça m'a fait un drôle d'effet par rapport à celui de 84, pardon. Et donc il y avait de très beaux paysages effectivement, mais je trouve que c'était un peu
pardon, comme d'hab, mais un peu froid. Tu as le droit. Ça manquait cruellement pour moi d'émotion. Alors Hans Zimmer, pour moi, non, ça colle pas, effectivement, pas du tout. Je t'aime, Eleonore. Ce son de cornes de brume. Non, mais il faut croire, mais ça marche pas avec moi. Alors après, oui, c'est bon. Enfin, ça passe bien dans les films d'action, etc. Mais moi, j'ai pas été. Mais tu as le droit et c'est totalement subjectif, et bien sûr. Hein. C'est totalement objectif et tu as le droit de l'affirmer. En fait, c'est tout le temps redondant. T'as tout le temps les mêmes sonorités. Enfin, je trouve. C'est agaçant. Et à la fin, moi, j'en pouvais plus, quoi. Je te comprends. Merci. Non mais après, je veux dire, quand tu fais de la musique pour un film, tu as un thème, tu as une chose, tu essayes de coller. C'est comme quand tu fais les couleurs, tu restes dans des gammes. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas faire de la musique différente pour tout. Après, il a des factions, il fait des choses différentes. Moi, j'ai trouvé quand même pas trop mal. Je reviens pas sur le fait que ce soit fort et que des fois il y ait des bruits un peu qui peuvent parasiter et être vraiment gênants. Mais le côté un petit peu tribal qu'il a mis dans sa musique. C'est pas trop mal quand même. Moi, il y a des moments où j'ai quand même. Mais je comprends. Moi, je les comprends. La musique de Zimmer, si tu l'aimes pas et si tu chopes le truc qui t'énerve, bah t'es foutu en fait. Parce que effectivement, il le réutilise souvent et donc je peux comprendre. Et puis on l'a vite chopé, hein. Il est passé devant moi, paf, saisi. Et puis un petit mot pour Chalamet. Oui. Timothée Chalamet que j'aime bien. Bien, hein. Je trouvais que le choix du casting était bon. Mm-hmm. Mais enfin, joue-moi la peur, quoi. Oh, merde. Quand il doit mettre la main dans la boîte, mais pardon, mais c'était, enfin, j'étais T'as malheureux pas... pour lui, quoi. Vraiment, j'ai pas adhéré. J'ai trouvé le jeu de McLachlan que je trouvais déjà un peu, oui, un peu sans émotion, vraiment. Enfin, il jouait encore mieux, je trouve. Oh, merde. Tu vois. C'est un jeu discret. Je suis un peu dur, pardon. Un jeu discret, ouais. Et que dire, et puis alors le baron Harkonnen, alors j'aime beaucoup Stellan. J'aime beaucoup Skarsgård. Mais je trouve que l'autre acteur, comment il s'appelle, Lequel? Celui de 84, Macmillan, un truc comme ça. L'acteur qui jouait le baron? Ouais. Je sais pas comment dire, je me souviens plus. Il dégageait un truc, mais 1000 fois plus cruel et dégueu. Il le jouait, mais il le joue pas de la même manière. Normalement, bah tu sais, ça va, normalement, ça s'excite beaucoup dans la deuxième partie en fait. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai hâte de voir le deuxième volet quand même. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le baron soit toujours un peu caché, un peu, qui reste un peu dans les zones d'ombre et que tu l'entends juste un peu parler dans son coin et que tu vois, ça dégage un peu un côté très énigmatique au personnage. Énigmatique, ouais. J'ai bien aimé. Mais moins cruel. Il y a moins ce côté organique, tu vois. Et puis quand il s'élève. Ouais. Quand il vole. Ouais. Il ressemble à une sirène, quoi. Ouais, merde. Oh putain, merde, la sirène. C'est clair, c'était Ariel. Ariel dans des tons gris. C'est la merde d'Ariel alors, en ce moment-là. J'ai ri intérieurement, je me suis dit, mais c'est raté, en fait. Oh, merde. Mais parce que je suis trop attachée à Suite 84 aussi, clairement. C'est aussi un peu de la mauvaise foi, mais Non, voilà. c'est pas de la mauvaise foi, tu as raison. Voilà. Merci Eleonore. Mathieu. Vas-y Mathieu, lâche-toi. Lâche-toi, à toi la parole. Non, alors, je profite juste de l'occasion de Dune pour faire un petit préambule, en fait, sur les adaptations. Je l'ai écrit parce que je suis pas capable de le dire, donc je vais essayer de le faire au mieux. En fait, on s'est rendu compte qu'il est essentiel de définir certaines notions, parce que trop souvent, les spectateurs incriminent en fait ce qu'on appelle une adaptation. Ils disent, on a tous été témoins de cette sempiternelle et tranchante remarque, le livre est mieux que le film. Hein, même nous, on a pu avoir cet argument. Et c'est un argument un peu péremptoire qui, en vérité, n'engage que la personne qui l'affirme. Avec ce sous-entendu, très satisfait de ceux qui savent. Les sachants étant ceux, bien évidemment, qui ont lu l'œuvre littéraire, de préférence dans sa version originale et dans son édition d'origine. Donc ceux qui leur donnent toute légitimité pour déconstruire le film en pratiquant ce jeu vain et un peu masturbatoire du jeu des 7 différences. Okay. Oui. À chaque film, tu vois, un exemple, par exemple pour Dune, ça s'est avéré en 84 quand le film est sorti. Shining, c'est pareil, voilà. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, mais ça n'a aucun intérêt, puisqu'on sait très bien que la notion même stricto sensu d'adaptation ne devrait même pas avoir lieu. On devrait parler d'interprétation. Exactement. Puisque quand toi-même, en tant que lecteur, tu lis un livre, selon ta sensibilité et ton imaginaire, la lecture que tu en feras sera différente. Chaque lecteur aura une lecture différente Bien sûr. du bouquin. Vous avez déjà remarqué, vous avez déjà fait cet exercice où vous regardez un film et vous lisez soit sa novélisation ou son roman après. Inévitablement, les personnages ressembleront aux acteurs que vous avez vus dans le film. Ouais. Vous êtes conditionné par ça. Donc l'effet inverse, c'est que toi tu vas imaginer un personnage d'une telle manière, tu vas imaginer, même si le matériau te donnera tous les éléments pour contextualiser de par le décor ou quoi,
ça sera toujours déceptif en fait au final. Parce que ta vision est différente, Oui. tu vois, du scénariste ou du réalisateur. Ça, c'était mon petit préambule pour éviter à chaque fois qu'on nous dise oui, mais dans le livre, ça se passe pas comme ça. Dans le livre, c'est une bonne étape. On s'en fout. Franchement, moi, je sais même pas ce qu'ils en ont pensé, en fait, les fans invétérés de Dune, quoi, du film. J'ai pas regardé, je sais pas. On en avait un avec nous au Cinoche. Ouais. Qui était avec nous et bon. Ah, je rigole. Non, mais on en a parlé un petit peu avec lui et. Non, c'est vrai. Ouais. Il trouvait moche. Alors oui, bon ça c'est plus son esthétique à lui. Ça c'est pas tant de. Eh ben, je vais poursuivre là-dessus. Je vais enchaîner là-dessus, effectivement, parce que en fait, bon déjà Denis Villeneuve, déjà c'est important. Denis Villeneuve pour moi, c'est un peu comme Christopher Nolan. Je pense que ce sont des cinéastes très intelligents qui ont beaucoup de talent, mais dont en règle générale, soit les films me déçoivent, soit ils m'indiffèrent complètement. Là en l'occurrence, c'est un peu de la déception, parce que alors qui dit déception, c'est que j'avais quand même des attentes, parce que pour le coup, Denis Villeneuve, il nous dit quand même que ça fait des années. De tout ce qu'il a fait, t'as jamais rien aimé? Aucun de ses films? Rien Prisoners? Ouais. Je sais pas, même Prisoners, Sicario. Alors surtout pas Sicario. Vous avez eu Sicario 2? Mais non, mais le 1. Le 2, c'est pas lui. Bah oui. Oui. Et c'est un très bon film. C'est Sicario 2, c'est réalisé par Solima. et c'est un très bon film parce que là, en l'occurrence, des scènes d'action, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, Villeneuve, c'est pas tourné des scènes d'action. Prisoners, du coup? Non, Prisoners, non, je vais pas me taper toute la filmographie de Villeneuve, mais Prisoners, non. C'est très, très honnêtement, tu enlèves l'interprétation de Hugh Jackman ou de Jake Gyllenhaal, qui sont vraiment, tu vois, à l'os, c'est vraiment très rentré. Et puis non, c'est pas. Tu vois Seven, après tu vois ça. Enfin, tu vois la différence. Hein. Enfin, je suis désolé. Moi, ok, il a du talent. C'est un mec, il sait poser un cadre et tout, y a pas de souci. Mais moi aussi, je sais poser un cadre. Ouais, je sais plus quoi dire. Mais non. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans l'image en fait, dans l'esthétique du film? Effectivement, c'est très froid, c'est moche. Non mais la palette chromatique, elle est quand même extrêmement pauvre. Alors, je commencer quand même d'abord par ce qui m'a plu. Donc soyez attentifs parce que ça va aller super vite. Les sièges de la salle de cinéma. Non. En fait, ce qui est super intéressant, ce sont les décors. Le gigantisme des décors et le désert du Wadi Rum en Jordanie. Non mais j'y étais, c'est magnifique. Merci. Que ce soit les décors naturels comme dit Mike en Jordanie ou que ce soit les décors en dur, c'est extrêmement rafraîchissant parce qu'on n'a plus l'occasion de voir ça. Actuellement, on a droit à des bouillies de CGI et qui ne montrent plus de décors. Donc là, alors bien sûr, il y a des décors en dur où il y a des extensions en CGI, mais effectivement, ça participe à cette immersion et c'est très intéressant de nouveau de voir ça. Que ce soit même comment ils appellent ça, les ornithoptères. Ouais. Ouais, c'est espèce d'hélicoptère. Ouais. C'est très beau et c'est très impressionnant. Donc voilà, ça me plaît. Le sable est bien filmé. Non, même les verts, non mais tout est bien, c'est vachement bien fait. Les vaisseaux sont complètement ouf. Non mais alors si j'insiste sur le sable, c'est que filmer du sable, c'est très compliqué pour qu'il y ait un véritable rendu du sable, parce que soit on tombe dans un truc très très jaunâtre ou alors qui t'explose la figure, mais tu le perçois pas. Là, le sable est véritablement organique. Alors effectivement, c'est ça. La dernière fois qu'on a vu ça, l'influence, clairement, c'est Laurence d'Arabie. Tu vois, mais j'ai senti le sable, mais pas la chaleur, par contre, moi, tu vois. Eh ben exactement. Ça c'est vrai. Alors tu sens pas la chaleur. Parce qu'ils sont censés crever sur place. Il fait 90 degrés, c'est ça? Ils sont habillés en noir, ils transpirent pas. Ça c'est vrai, ça vous avez raison. Bien sûr. 35. Chalamet, il a une coupe magnifique et tout, il est toujours bien coiffé. Bon, c'est vrai. Oui, effectivement, il y a des cadres qui sont très beaux. Enfin, voilà, ça c'est génial. Bon, après ce qui va pas. Le film est extrêmement terne. Et vraiment, c'est d'un gris, c'est d'un fade. Alors qu'est-ce que je m'étais noté donc. Alors, on me dit, les costumes sont gris. Ok, les décors sont gris. Bon, les émotions le sont également. Hein, c'est très très gris. Très gris. On peut dire que c'est un parti pris de mise en scène, mais honnêtement, si c'est un parti pris, c'est soit très audacieux, soit c'est un peu kamikaze. Lorsque la caméra s'aventure en dehors de cette luminescence désertique, tout n'est que fadeur et gris. Alors, je veux pas jouer aux comparaisons avec Lynch, mais vous vous souvenez des costumes chez David Lynch? Oui, mais clairement, c'était le cirque, quoi. Ah, mais c'est magnifique. Oui, ou alors Sting qui se trouve une espèce de string, mais que ce soit les costumes ou aussi les décors, mais ça sublime la SF. Moi là, c'est un peu, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Non mais la SF, parce que sa volonté à Villeneuve, c'est de rendre la SF réelle, c'est de l'inscrire, tu sais, dans une espèce de réalité très concrète. Dès qu'il est dans le géant, c'est chouette.
tu vois, la ville du dessus, il a des vues qui sont quand même très très classe. Hein. Il y a certaines séquences qui sont vraiment intéressantes et vraiment grandioses. Et t'as toujours aussi un petit référentiel à côté pour montrer la gigantesque, l'immensitude, je veux dire, des vaisseaux, des machins, des décors. Mais dès que t'es dans les intérieurs, c'est tout le temps, t'es dans un truc tout lisse. Y a rien au mur, y a rien par terre. Alors après, est-ce que ça correspond à justement mais ça, moi je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça correspond à son cinéma, comme Christopher Nolan, qui a un cinéma froid et clinique où il n'y a aucune émotion. Eleonore parlait très justement, c'est la scène de la main dans la boîte. Cette scène-là, dans la version de Lynch, elle est assez traumatisante. Moi, je me souviens quand je l'avais vu à l'époque, c'est quelque chose de très organique. Tu le sens. Là, l'ami Chalamet, il est très très bon, ce garçon, mais il a beau contorsionner son visage, faire 36 000 rictus, tu ne sens pas la douleur. Tu ne l'aperçois pas. Tu t'en fous. Et c'est de la faute du réalisateur, du coup. Alors, en fait, je me pose la question s'il y a un problème de direction d'acteur, si c'est le comédien en lui-même, mais je pense pas, parce qu'à un moment donné, c'est par ta mise en scène que tu crées que tu crées aussi l'émotion. Oui, l'émotion. Il y a une scène clé. C'est pas spoilé, hein. Après, t'as cette scène-là, t'as quand même la mère qui est dehors, qui elle joue super bien, et que tu sens quand même toute l'importance de cette scène. Alors l'émotion, tu as raison. C'est elle qui joue l'émotion. En fait, l'émotion, c'est elle qui est censée la retranscrire. C'est quand même terrifiant quand c'est pas le protagoniste en lui-même qui, à toi spectateur, ne t'offre pas ses émotions. Tu ne les perçois pas par sa douleur à lui, mais par sa réaction à elle, qui est uniquement, c'est limite des plans d'insert. Parce que en fait, ce qu'il fait là, cette manière de filmer, c'est ça. Je voulais en venir là à cette fameuse scène clé. C'est pas spoiler ce que je veux dire là, parce qu'on a tous vu le film, soit de Lynch. C'est la mort du duc. Le duc Leto, sa mort, elle est montée c'est un montage alterné. Donc, en fait, Paul, ressent la mort de son père. C'est une scène qui est censée, capitaliser sur l'émotion. On n'est jamais ému. Lui doit ressentir la mort de son père. Et donc, du coup, la mort de son père, ça doit le révéler. Il doit se dire, voilà, c'est moi maintenant. Cette filiation, c'est moi qui prends ça. Je suis triste parce que je viens de perdre mon père. Mais en même temps, c'est moi maintenant qui prend cette responsabilité. Tout ça, on ne le perçoit pas. Parce que le montage alterné, là, pour le coup, je sais pas si c'est la faute du monteur ou si c'est la faute du réalisateur. Ça n'a aucune importance. C'est limite des plans d'insert de Chalamet qui est là fait. Il se passe un truc. Ah bon? Il se passe un truc, hein? On est d'accord? Oh merde. Putain, j'ai pas fermé le gaz. En fait, non mais c'est ça. Et ça ne fonctionne pas. Et ça, cette scène clé qui est censée être vecteur d'émotion, en fait, c'est là où je me suis dit, voilà, c'est foutu. Si tu n'as pas réussi à me donner de l'émotion avec ça, c'est que c'est foutu. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de retenue par rapport à l'anticipation de la deuxième partie? Il faut pas te retenir dans ces moments-là. Par rapport à l'anticipation de la deuxième partie, où le personnage de Paul se révèle vraiment, et tu vois... une question. Non mais chouchou, alors tu sais que je t'adore, ok, d'accord. Peut-être que Villeneuve il s'est dit, je garde mes billes. Là, j'ai fait un film froid, mais attention, au deuxième volet, s'il se fait, je vais chier de l'émotion. Non, mais là, non, il y en a pas. Et je reviens encore. D'autant plus que la condition sine qua non à la suite, c'est quand même la réussite de celui-là. Tu te retiens pas, je pense. Ah non. Mais de toute façon, même pas de façon. Et effectivement, là, ce que disait Eleonore sur le baron Harkonnen. Le baron Harkonnen, putain, c'est l'antagoniste, celui qui est censé nous faire peur, même nous dégoûter. Normalement, lui, il dégoûte pour le coup. Il dégoûte rien du tout, mais il est tellement fadasse. Quand il prend son bain de mélasse. Et tu te souviens, alors pareil, je veux pas faire de comparaison, mais tu te souviens chez Lynch? Juste pour il est dégueulasse avec les boutons. C'est vrai qu'il est très moche. Vous vous souvenez ce qu'il fait à un des jeunes, ouais. comme il le tue, comme il le suce son sang. Ça m'avait, c'est la scène petit, c'est tout ce que j'en ai vu. Mais j'ai su qu'il fallait pas que je reste devant la télé. C'est ça, ce truc où il lui fait sauter une sorte de goupille, c'est ça? Oui, je te jure, je l'ai pas vu, ça fait 30 ans, Mais quand il a fait ça, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je sorte de la pièce et que c'était pas pour moi. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu vois cette scène, elle fonctionne. Je suis pas en train de réhabiliter le film de Lynch, mais ce sont des séquences qui fonctionnent. Mais là, tu compares, tu vois, des trucs incomparables dans le sens où tu dis que c'est parce que Lynch avait des libertés qui s'autorisaient à l'époque que maintenant Villeneuve, tu vois, il se prépare un cadre et puis il peut pas. Non mais tu vois ce que je veux dire. Lynch, il est en roue libre quand il fait le truc parce que il sait pas trop où il va, parce que. Donc en fait, t'es en train de justifier ça parce que par le fait que Villeneuve est dans l'autocensure, il restreint en fait sa liberté. Non mais Denis, si tu m'écoutes, vas-y, lâche les chevaux, mec. Franchement, fais-toi plaisir. C'est une vraie question. Quels sont tu vois, je veux dire les bullet points, tu vois le cadre des demandes du studio
studio, ça aussi, tu sais Ok, pas. alors si c'est régi par le studio, bon, alors mea culpa, Denis, Non, tu mais n'y peux rien. je sais que Mais la Warner, vous êtes vraiment des tocards, faut arrêter. Non, mais si- c'est vrai que C'est triste, sans déconner. Enfin, moi, pour le coup, et j'y allais sans a priori négatif. Au contraire, moi j'entends que Villeneuve, ça fait des années qu'il va adapter ce bouquin, qu'il est fan du bouquin. J'entends que notre ami Hans Zimmer, qui est un fidèle de Nolan, dit je veux pas bosser sur Tenet parce que je suis fan du bouquin, je veux absolument faire cette BO, je vais y travailler pendant 2 ans. Très honnêtement, Hans Zimmer, j'en rigole avec toi, mais moi j'ai aimé Hans Zimmer. oui, Et quand Hans Zimmer dit que il va bosser pendant 2 ans dessus et qu'il est vachement investi, putain, j'y crois. Sauf que, patatras, je suis hyper déçu. Mais vraiment, il y a une scène, je suis obligé aussi d'en parler, en fait, des scènes. La jolie, comment elle s'appelle cette charmante Zendaya. Bon, finalement, elle a rien comme rôle dans le premier film, quoi. Tu rigoles ou quoi? Chaque fois c'est qu'elle pas grand-chose, chaque fois qu'elle apparaît, alors les scènes sont tournées au ralenti. Bon, ça, dans c'est un chiant. halo de lumière, c'est magnifique. Non, Moi, ça, j'ai rarement vu une pub pour un parfum aussi beau c'est vrai. et aussi cher. Ouais, c'est vrai. Non, mais Non, ça c'est les scènes. Non, mais ça c'est chiant. Et ça fait partie des problèmes de rythme dont je parlais, parce que à chaque fois que t'as ça, t'es là. Bon, ok. C'est vrai que c'est lent et puis ça casse un peu, comme dit, le rythme, quoi. T'as raison, 100%. Tu vas réussir à le faire changer d'avis. Non, mais non. et l'humour. Juste un truc pour l'humour. Il y a une scène humoristique qu'on nous a repassé dans les bandes annonces, qu'on nous a répété 1000 fois, quand Jason Momoa touche Chalamet, fait de la muscu, toi? Bah non. Ouais, j'ai remarqué, tu vois, un truc comme ça, un truc dans le genre. Je le fais mal, je suis pas Jason Momoa, mais c'est le seul moment humoristique. Donc on nous vend ça, à un moment donné, je me dis il y aura un peu d'humour, tu vois, ils vont un peu, ça va un peu. Bah non. Ouais. Mais est-ce que ce que je veux dire par là, est-ce que l'humour se justifierait? Je suis pas sûr, je suis pas certain. Mais du coup, ça nous annonce ça dans la bande-annonce, tu vois, qu'il y aura des moments un petit peu plus détendus. Non, tout est très froid, très rigide, très clinique. De toute façon, les mecs maintenant qui montent les bandes annonces, c'est juste Ouais. des mythos. Ouais, c'est vrai que les bandes annonces. Et je regarde, je veux même plus les voir les bandes annonces. Non mais surtout pour un truc, c'est que en plus cette scène, ce dialogue-là, a été improvisé. A priori, il était pas prévu. C'est l'ami Aquaman qui a imposé ça. Ouais. Cool. Ouais, cool. On va faire la deuxième actu. Mathieu, il va nous faire un petit topo du Festival européen du film fantastique de Strasbourg, où on a été tous les deux. Enfin, moi moins que toi. Il n'a pas vu Last Night in Soho. Non, alors c'est quoi, mais tu fais bien me le dire, parce qu'en fait, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on en avait parlé. Ouais. Non, mais Moi non plus, j'ai pas. ouais, mais c'est un film qui est très attendu, c'est le film de Edgar Wright, pardon. Donc c'est un film qui est extrêmement attendu, mais moi ce sont des films en festival, à partir du moment où je sais qu'ils ont un visa d'exploitation, ils ont une sortie en salle, je vais pas me battre pour trouver un siège, tu vois, pour voir ça. Moi ce que je veux voir, ce sont des films que, a priori, j'ai pas forcément l'occasion de voir par la suite, que ce soit en VOD ou quoi que ce soit. Donc je veux voir d'autres choses. On t'écoute alors. Enfin, vous n'avez pas que m'écouter parce que ça va être participatif. Ah oui. En fait, de toute façon, alors le compte rendu, ça va être informel, Je vous fais un peu à la mode Gonzo, je vais vous raconter mon festival. Donc c'était la 14e édition du Festival du film fantastique. Il y avait plusieurs compétitions. Il y a la compétition cinéma, les films fantastiques, les films d'animation, mais aussi les crossovers. Il y avait également cette année Alex de la Iglesias comme invité d'honneur. Je sais pas si vous avez dit quelque chose. Non. Très grand réalisateur espagnol de films de genre. Si vous avez pas vu Le Jour de la Bête, c'est formidable. Faut aussi Baladette Tristée. Ça, c'est un film que je crois qu'on peut voir là en VOD qui est génial. Donc il était là, il est venu, il a fait une masterclass. Il y avait donc la compétition fantastique avec compétition où Mike m'a accompagné. On a vu 2 films ensemble. Exact. On a voté. On a voté, oui, parce qu'en fait, il y a le vote du public, il y a un jury, mais il y a aussi le vote du public. Mike et moi, on a vu un film hongrois qui s'appelle Comrade Drakulic. Très chouette. C'est un chouette. C'était marrant, c'est très chouette. Ouais, ça faisait pas super peur, mais en fait, ça traite de vampirisme, mais également, ça traite également de... Une bière qui a sauté. C'est la cuisine. Chute à l'arrière. Chute à l'arrière du peloton. Il y a donc qui traite de vampirisme, mais aussi de communisme. On a vu, Mike et moi, un film qui s'appelle... comment il s'appelle déjà ce film? Antigore. C'est un film indonésien. T'avais bien aimé ça, hein? Ouais, mais j'ai pas tout aimé, mais il y a des choses que... Alors juste... mais je sais même pas le pitch, c'est juste une phrase. C'est un film où il y a des bébés qui naissent sans peau. Donc déjà, c'est assez troublant. Le mec a écrit le pitch, c'est génial déjà. Ouais, donc bon, je veux pas vous raconter de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a des plans qui sont extrêmement saisissants.
en plus, moi, ce qui m'a parlé, c'est que à la fin, je sais pas, vers la fin, il y a le personnage principal qui saute dans un pick-up. Ça, c'est plan pour plan. Massacre à la tronçonneuse, on se Marilyn Burns, et c'est vraiment plan pour plan. Et bon, bah, c'est voulu, hein, c'est un petit clin d'œil, c'est vraiment chouette. Mais ce que j'ai vu un super film, je vous le conseille si vous le voyez dans la catégorie compétition fantastique, c'est Censor, qui parle des vidéos nasties. Alors les vidéos nasties, je sais pas si ça vous dit peut-être rien, ce sont au Royaume-Uni les films qui étaient interdits dans les années 70-80, genre par exemple Massacre à la tronçonneuse, donc ils passaient sous le filtre d'une commission de censure. Okay. Et cette jeune femme-là, une jeune femme qui fait cette profession-là, évidemment, elle va se retrouver à traiter d'un film qui reflète ce qu'elle a vécu elle enfant, et ça a des répercussions sur sa vie. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Il y a un film qui s'appelle The Sun. Alors ça traite d'une secte satanique. C'est avec Emil Hirsch. Ah oui, ouais, okay. Voilà. Il aime bien faire des fois des trucs comme ça. Hein. Ouais, bah, en fait, il a déjà travaillé avec ce monsieur, et il avait travaillé d'ailleurs avec lui, qui s'appelle Ivan Kavanagh. Il avait travaillé avec lui pour un western qui s'appelle Never Grow Old, avec John Cusack également, qui est assez chouette. Un western, une espèce de western crépusculaire, comme le sont tous les westerns maintenant. Et il y a surtout une jeune femme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Andi Matichak. Alors, je le prononce probablement très mal. On l'a vu, cette jeune femme, dans un film, dans le dernier Halloween. Ok. Elle est exceptionnelle. Okay. Mais vraiment, pour moi, c'était une révélation. Je ne connaissais pas cette actrice, elle est vraiment très très bien. Et il y avait surtout aussi en compétition, il y avait Inexorable, le nouveau film de Fabrice Duvels. En plus, j'écorche son nom, donc ça sera intéressant pour l'anecdote que je vais dire tout à l'heure, avec film avec Benoît Poelvoorde et Mélanie Douté. Fabrice Duvels, je l'ai vu, et comme je suis quelqu'un de très snob, je l'ai snobé, mais involontairement. Tu l'as pas reconnu. Et ouais, en fait, je l'ai pas reconnu parce que j'étais en fait, mon attention était tournée vers quelqu'un d'autre qui s'appelle Christophe Lemaire. Christophe Lemaire, ça vous dit peut-être rien, mais c'est un monsieur qui travaille dans le cinoche, enfin dans la critique et dans le critique cinéma, que ce soit à Starsfix, Mad Movies, maintenant sur Filmo TV aussi, où il écrit des critiques dans Rock and Folk. Et ce monsieur, je le suis depuis que je suis gamin, je lis ce qu'il écrit. Je le trouve formidable parce que c'est toujours très drôle, et puis il y a un côté aussi très gonzo dans ce qu'il fait. Et je vois ce monsieur rentrer dans une salle, dans la salle du cinéma où j'étais également. Et là, forcément, je me suis dit, il faut pas que je loupe Christophe Lemaire dans la sortie. Donc, sortie de la salle, comme une groupie, je suis devant à attendre qu'il sorte. Et là, donc là, il sort, accompagné de 2 jeunes femmes et d'un monsieur, dont je ne prête pas du tout attention. Et je vais vers lui, je fais, voilà, bonjour monsieur Lemaire, je veux pas vous déranger, je dis juste que voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Le monsieur qui est à côté lui dit, oh putain, Christophe, t'es une vraie star. Et puis moi, il fait, non, mais c'est lui la star. Mais moi, l'autre gars, je le calcule pas. Et puis je discute avec Christophe Lemaire, donc il prend le temps avec moi, il s'allume sa clope, et puis on parle, je lui dis voilà de mes lectures, de quand j'étais ado, de ce qu'il fait. Je lui demande comment ça se fait qu'il a jamais fait un recueil en fait de certains articles et patati. Et là il me dit, mais tu sais que là le type qui est au téléphone, c'est Fabrice Duvels. Je dis, ah merde. Eh ben non, la boulette, je l'avais pas reconnu, Fabrice Duvels. Et c'est pas grave. Donc du coup on a continué. Mais ce qui était important, c'était que tu parles avec lui. Bah ouais. Bah voilà. Après, j'aurais été content de quand même parler. Après, ouais, non mais. Pour la petite. Après, quand on se quitte, les 4 se retrouvent, et j'ai Fabrice Duvels. On va boire un coup. Bah, j'espère qu'il me propose en plus. Bah non, il a pas fait. Et je dis à Fabrice Duvels, ouais, je suis désolé de pas vous avoir reconnu. Il fait, non mais t'inquiète, y a pas de souci. Et le lendemain, sorti d'un film, je croise nouveau Christophe Lemaire. Et donc je le vois, et puis je vois qu'il erre comme ça dans une rue, et puis j'ai mis Christophe Lemaire est perdu. Fait, ah bah c'est cool que tu sois là. Écoute, je cherche telle rue parce que je dois aller retrouver Fabrice pour un resto machin. Donc du coup je l'ai accompagné. Donc Christophe et moi maintenant, et on est mais copains pour la vie. Il vient quand du veut. Alors du coup forcément, je lui ai parlé de notre podcast. Évidemment. Et il est très gentil, et il a dit tu sais moi la critique ça ne m'intéresse plus. Il fait encore de la critique effectivement pour Rock and Folk, mais c'est un truc qui l'intéresse plus. Lui ce qu'il aime, il me dit moi j'aime qu'on me raconte des histoires. L'analyse, tout ça, c'est vrai qu'il a jamais tellement fait ça. C'est pas mon truc. Intellectualiser le cinéma, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux qu'on me fasse du storytelling, qu'on me raconte des histoires. Donc c'est pour ça qu'il, même s'il fait encore des critiques dans Rock and Folk, et puis il fait sur Filmo TV, c'est plus son truc. Donc j'ai essayé de ramener le podcast. Je me suis dit à un moment donné, je vais pas non plus l'embêter avec ça. Voilà. Donc, c'est pas grave. Dommage. Mais c'était très sympa. J'ai aussi vu, il y avait dans la compétition, il y avait des films d'animation. Et c'est là où j'en viens, je regarde Jules, parce qu'on parlait de Phil Tippett. Mm-hmm. Et il y avait le dernier film de Phil Tippett. Mad God, ouais. Un film qui est entièrement fait en stop motion. Ouais. C'est complètement dingue.
je ne peux pas vous raconter l'histoire. Je ne l'ai pas comprise. Je ne sais pas s'il y a véritablement un fil conducteur, s'il y a vraiment une histoire. C'est un peu glauque. Donc pourquoi je dis un peu? C'est glauque, c'est un peu malsain, c'est un peu morbide. En fait, il a décidé de retranscrire en film ses cauchemars, ses propres cauchemars. Wow. Donc autant te dire que je voudrais pas être dans sa tête parce que apparemment ça se passe très très mal. Et non, c'est le mec qui va sur les plateaux déchiré. Et quand il arrive sur le plateau et qu'il voit il dit j'en ai trop pris. C'est ouais. Chaud. Ouais. Oh merde. Il y a des trucs très intéressants sur lui partout sur le net forcément parce que c'est une légende. Mais et ce qui est super dingue en fait, c'est que il a mis 20 ans pour faire ce film. En fait, parallèlement à ses autres projets, le week-end, il faisait ça chez lui. Bon, il a une petite équipe, tu vois, il y a des stagiaires, des étudiants en cinoche, et puis il fait ça avec eux depuis 20 ans. Et donc là, le fruit de son travail est sorti. Très honnêtement, c'est un peu compliqué à appréhender comme film. Il faut, si vous voyez ça, il faut voir ça un petit peu avec soit vous prenez une substance illicite, je suis pas en train d'en faire la promo, mais moi, je le ferai pas. Ça c'est un truc tu t'en relèves pas, je pense. Traumatisé. Tu sais quoi, t'as raison, parce qu'en fait, il y a 2 films où je me suis dit, ce sont 2 films à voir sous psychotrope. Il y a celui-ci, mais tu risques de faire des cauchemars, et il y a un autre, ça s'appelle The Spine of Night. C'est un film d'animation en fait dessiné main, mais aussi avec la technique de la rotoscopie. On a déjà parlé, tu vois, le fait, tu vois, de dessiner en fait sur la péloche. C'est un rendu de dingue. Et ce film-là, c'est une version en fait. Je vais faire court de Conan le Barbare où t'as une jeune femme qui bouffe une plante bleue qui lui donne des super pouvoirs, qui va se faire piquer en fait cette plante-là par un monsieur qui forcément va en faire quelque chose de maléfique. Ce film-là, quand je voyais les images, je me suis dit putain, mais si j'avais fumé quelque chose ou si j'avais pris un peu d'alcool. Mais alors le film, ça aurait été le chef-d'œuvre de l'année. Et je le conseille, je conseille pas les psychotropes, mais regardez ce film sous substance illicite. Le mec, il prend un peu de recul sur ce qu'il vient de dire. Mais non, c'est vraiment un trip génial. Si vous avez l'occasion de voir ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. Et il y a un film, un chef-d'œuvre. Tu me resserres une bière, s'il te plaît? Il y a un chef-d'œuvre qui d'ailleurs a eu le prix du film d'animation, c'est Junkhead. C'est un film japonais de Takahide Ori. Je prononce sûrement très très mal. C'est un film qui est déjà sorti en 2017. Il en a refait un montage, il a rajouté des séquences. Pour ce film-là, je vais pas vous le raconter parce que je serais incapable. C'est un film d'animation avec des humanoïdes qui ont pris la place en fait de l'humanité et qui sont dans des espèces de souterrains, qui doivent retourner sur Terre pour trouver une substance pour aider les humains quand même à sortir de leurs conditions. J'ai rarement vu ça. Et vraiment, c'est une expérience de cinéma dingue. Si vous avez la possibilité de choper ces 3 films, Junkhead, Mad God et The Spine of Night, vous allez halluciner. Bah justement, j'ai une question pour toi, c'est que des films de festoche comme ça, comment tu fais pour voir ça en fait si tu les vois pas au festival? Bah ouais, c'est une très bonne question, c'est super compliqué. Souvent les salles de cinéma sont les distributeurs sont très frileux pour choper un visa d'exploitation pour distribuer ça en salle parce que le retour c'est un peu compliqué, retour sur investissement, surtout qu'il y a moins d'appétence, on l'a bien vu pour les cinémas d'exploitation, le cinéma de genre. Maintenant, c'est grâce à la VOD ou s'il y a un éditeur aussi DVD qui veut bien le sortir en DVD, ça c'est aussi de plus en plus compliqué. Mais il y a ces options-là. Mais c'est bien. Ou des tontons un peu partout. Ou des tontons qui nous, des tontons qui nous trouvent une version japonaise non sous-titrée ou sous-titrée en thaïlandais. Donc là, là faut être doué. Mais après, en même temps, je veux dire, par exemple, Mad God, si tu le vois, c'est pas à peine de le voir en version originale parce qu'il y a pas de dialogue. Donc oui, non, mais c'était plus une idée de comment est-ce que tu arrives à avoir le contenu quel qu'il soit, mais de trucs un peu spécifiques comme ça, est-ce qu'il existe, je sais pas moi, tu as des non, ouais, c'est pas évident. Ouais, voilà, c'est à partir du moment où ça c'est pas édité en quelle que soit la forme, que ce soit mais d'où l'intérêt des festoches. Il y a des films qui font que ça. Il y a des films, des premiers films qui font la tournée festival. Tu sais que tu vas les retrouver à Stige, tu vas les retrouver à je sais pas moi, à Gérardmer, tu vas les trouver là à Strasbourg. Ils vont faire que ça. Ils vivent en fait grâce à ça. D'accord, donc il va faire le tour de plusieurs festoches. Donc si tu loupes un endroit, tu peux peut-être le choper ailleurs. Quoi. C'est pour ça que des fois vous trouvez un film où vous voyez sur la jaquette où vous avez la mention de 36 000 festivals, c'est parce que voilà. Il fait le tour. Bah oui, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Michael Haneke, quand il fait un film, il y aura la mention vue à Cannes, voilà. Et puis c'est bon, t'as toute la critique institutionnelle qui sera unanime, qui va dire c'est un chef-d'œuvre, allez-y tous. Mais là, par exemple, le film de Phil Tippett, si tu le chopes pas en festoche, c'est compliqué. Et encore une question, parce que je me mets à la place de quelqu'un qui a envie d'aller faire ça, ce genre de festival.
Comment ça fonctionne le festival? C'est sur toute une semaine. Alors ça, je sais que c'est sur toute une semaine. Il y a plusieurs films tout au long de la journée. T'as quoi? T'as un pass à la journée, à la semaine? Tu achètes ta place de cinéma directement sur place ou comment ça fonctionne? Tu peux prendre effectivement un pass. Après, faut prendre comme ça te permet d'avoir une remise. Alors moi, c'est un peu plus facile pour moi parce que j'ai une carte illimitée. Ouais, il y a ça aussi. Et là, la carte ça te permet d'y aller du coup. Ouais, ça te permet d'y aller. Et l'après-midi, moi, j'ai fait beaucoup de séances d'après-midi parce que j'ai posé congé pour le festival. T'as du monde, t'as les mêmes habitués qui font comme toi. Donc les salles sont quand même pleines. C'est les mêmes, c'est les habitués, les cinéphiles. Et le soir, là par contre, t'as beaucoup plus de monde. Et non, c'est un festival qui marche vraiment bien. Il y a une ambiance toujours particulière avec la réactivité de la salle, c'est toujours assez drôle. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui intervient devant, un mec du festival, et qui t'introduit le film, qui t'introduit le concept, le contexte, le réalisateur, tout ça. Parle un petit peu du film, quoi. Avant la diffusion. Aussi un peu à la fin ou des trucs. Alors ouais, quand il y a le cinéaste qui est là, ouais, effectivement. Je reviendrai après, mais t'as tout à fait raison. Effectivement, il y a des gars qui présentent le film, qui sont très bons. J'ai une petite anecdote. Il y a 2 ans, l'animateur là, qui a fait la petite introduction du film, c'était pour, je me souviens, j'avais été voir là dans le cadre de la rétrospective Mario Bava, il y avait La planète des vampires. Et dans cette salle, qui était au Cinéma Star, les Strasbourgeois connaissent cette salle, il y avait peu de monde avant que le film commence. On n'était pas très nombreux. Tout d'un coup, il y a une salle de classe, une salle de lycéens accompagnés de leurs profs qui débarquent. Donc la salle, du coup, est pleine. Moi, a priori un peu négatif quand je vois les gamins rentrer, je me dis ces gamins-là vont se faire chier parce que je connais le film. C'est un film avec une ambiance un peu kitsch, un peu baroque, qui joue sur des couleurs un peu pop. Très grosse influence d'ailleurs pour Alien. Hein. Bon, voilà. Mais je me dis ça va être compliqué. Je sens l'ennui pour ces gamins et ça va être voilà. J'entends déjà les soupirs et les plaintes. L'animateur, le type qui a présenté le film, a réussi à mettre toute la salle dans sa poche, grâce à sa verve, grâce à son humour. Le film s'est déroulé, on entendait une mouche voler. Quand le film s'est terminé, je me suis dit, bon, ouais, on entend une mouche voler parce qu'ils sont endormis, les gamins. Le film se termine, tout le monde ils applaudissent. Waouh, ah ouais. Donc là, tu te dis l'intérêt en fait de ces types qui sont passionnés. Et Mike qui était avec moi, c'est le monsieur, c'est qui nous avait présenté Santigore. Ah oui, d'accord. Le film, okay. tu vois, le monsieur qui a un accent, je sais pas d'où il vient, qui est très très bon. De toute façon, toute l'équipe. Et ils sont très drôles. Ils ont beaucoup d'humour. Ils ont beaucoup d'humour et ils ont une bonne culture en fait de ce qu'ils racontent. C'est vraiment chouette. Et ça me fait penser, donc quand j'ai vu le film où il y avait Christophe Lemaire et Fabrice Duvels, il y avait un film aussi qui était aussi dans la compétition. C'est celui que j'ai parlé tout à l'heure, The Sun. The Sun, si vous voyez ce film, c'est quand tu parlais des réactions qu'il y a dans la salle. Le film va génial parce qu'il joue beaucoup aussi sur des jumpscares et puis ce genre de choses. Mais à la fin, il y a une séquence, la réaction dans la salle, tout le monde était un peu dégoûté, une séquence de mendication, de la peau d'un monsieur où on découpe la peau, mais tout ça sans filtre, hein, il y a pas de suggestion. Et la réaction de la salle qui est habituée à ce genre de festival, qui a tous une espèce de plainte comme ça qui est sortie. Un peu c'était assez rigolo. Juste encore rapidement, il y avait aussi dans la compétition des crossovers, il y a 3 films qui m'ont vachement intéressé, dont un qui est de Jim Cummings qui s'appelle The Beta Test. Jim Cummings était également là pour présenter un autre film. Donc en fait, il a présenté 2 films à la suite et il était resté pour les questions-réponses à la fin. Le mec est génial. Il avait présenté donc The Beta Test, mais aussi The Wolf of Snow Hollow. Si vous voyez ce film, c'est génial. C'est un film d'horreur, mais teinté de comédie. Jim Cummings, c'est un beau gosse. Tu le vois, putain, le beau gars, quoi. Il a un jeu à la Jim Carrey. C'est le beau gosse qui joue comme Jim Carrey, mais un Jim Carrey, c'est le Jim Carrey excédé. Tu vois, il est agacé de tout. Il est fantastique. La salle était morte de rire avec ce film. Donc si vous arrivez à choper The Wolf of Snow Hollow, vous allez vous fendre la gueule. Il y avait aussi The Amusement Park qui était présenté, dernier film de Romero. Romero alors. Ouais, le film de Romero. Et alors moi je l'avais déjà vu en fait parce que je l'avais déjà vu en salle. En fait, c'est plus touchant qu'effrayant. Ah ouais. Ouais, c'est un film qui est vraiment poignant. Moi, le peu que j'en avais vu, je me suis dit, ça va me terroriser en fait, dans le sens où c'est violent de ce qu'on psychologiquement. À cause du grain de l'image aussi. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose de sale, tu vois. Et oui. Ça va être une heure. C'est quoi, j'étais un peu comme toi. Quand j'ai vu en fait la bande-annonce, j'ai vu le grain de l'image, j'ai vu ce que ça montrait, je me suis dit, ça va être un peu craspec.
et ça allait d'une certaine manière, mais c'est surtout en fait très très poignant, très touchant comme film. Il y avait, je finis là-dessus, il y avait aussi, je finis juste là-dessus. Il y avait aussi une rétrospective Hammer 70, des années 70. Moi je suis un fan des De films. Mike Hammer. Voilà, je savais qu'il fallait pas que je te regarde, parce que quand je le regarde, il est obligé de dire Ah ça non, il me regarde, c'est feu vert pour une blague. Ouais, c'est ça. Il y a, en fait, c'est les films de la Hammer. Donc, je sais pas si vous avez dit quelque chose. C'est cette fameuse firme anglaise qui faisait des films d'horreur dans les années 50, 60, 70. À partir des années 70, ils se sont un peu plus lâchés dans tout ce qui est gore et dans tout ce qui est représentation, on va dire, sexuelle. Donc, autant te dire que c'est un peu ma cam, quoi. Donc, dès qu'il y a des nanas un peu dénudées et qu'il y a du sang, je fonce. Le problème, c'est que j'avais vu tous les films. Donc il y avait un seul film en fait qui était proposé que je n'avais jamais vu. Putain, je vois, faut pas regarder, tu sais, t'arrives chez lui, tu regardes sa colonne de DVD, Ah ouais. et puis il a sa colonne cachée derrière. La meuf elle voit ça, fait demi-tour direct. Est-ce que t'as mis aussi des rideaux un peu elle part en courant. Oui, t'as une salle avec les négatifs comme ça. Je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de film porno parce que je déteste. Non, je parle pas de porno. Ah bon? Je parle de ton cinéma d'horreur là. Bah après, non, mais après c'est. Non, Je déteste les films porno. mais ouais, je regarde pas de film porno. Ouais, mais j'aime pas ça. Oui, Mathieu, bien sûr. Ouais. Ah, Ouais. on y va. Continue. Je parle pas de ma Moi je sexualité connais parce des que- secrets que je dévoilerai pas là, mais Bref, le seul film de lui dans le cas du festival que j'avais pas vu, c'était quoi? C'était c'était le démon de l'esprit, ouais, c'est ça. Ouais, c'était nul. Par contre, il y avait un chef-d'œuvre de la Hammer qui est Dr. Jekyll et Sister Hyde. Donc celui-ci, je le connais, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Si vous avez l'occasion de voir ça, c'est vraiment un très grand film. C'est une variation, de Dr. Jekyll d'après Stevenson avec un personnage féminin. C'est vraiment fantastique. Et vraiment, vraiment sublime. Et il y avait aussi une rétrospective sur le film d'attraction. ah oui, et ça oui. Et j'étais censé y aller avec Mike. Et oui, et non, faux bon. Et faux bon. Et là, en l'occurrence, parmi cette rétro, il passait The Funhouse Massacre dans le train fantôme de Toby Hooper. Le chouchou Toby Hooper. Bon, je vais quand même les voir, je vais trouver quelque chose. Prochain festival. Ah non, si VOD ou autre. Là non, mais là t'as le bouquin avec tous les titres, je l'ai aussi. Après, Funhouse, si tu veux, je l'ai en DVD. Ah bah voilà. Là, et il passait Freaks de Todd Browning. Donc le chef-d'œuvre de Todd Browning qui était. Alors bon, pour le coup, je l'ai pas vu parce que j'ai aussi en DVD. J'aurais dû le voir quand même en salle parce que c'est quand même chouette. Je me souviens il y a quelques années, j'avais vu The Thing de Carpenter. Dans le cas du festival en salle. Chouette. Ah ouais, quand tu le vois là sur un grand écran, putain, t'es content quoi. Ah t'es content. Oh, t'es intense, hein. Bravo. Bah j'ai vu une vingtaine de films, il y avait à peu près 40 films, tu vois. Ouais. Et En on a 9 vu- jours, hein. Ouais. Du 10 au 19, je crois bien. Du 10 au 19, ouais. Ouais, j'avais des yeux, mais après je faisais des pauses, puisqu'à les midis, tous les midis j'allais au restaurant, Oui, de temps en temps j'allais avec Mike. Oui. Chaque fois on faisait un autre restaurant. trop Parce qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Ouais, vous avez Et on a fait un- des nouveaux trucs. Hein? Vous avez fait, on a- Ah non, on a des mais restos. Mathieu, il est pas très nouveauté. Ah, donc vous avez fait Mathieu, quoi, il est pas très toujours, nouveauté. Il est toujours un peu, tu sais, Valeur toujours valeur sûre parce que voilà. Mais là, non, en fait, je suis un peu médisant parce que c'est vrai que là où on est allé, on n'est jamais allé. Ah, la non. petite Vinchtube, Ouais. un C'est réseau type, un restaurant typique alsacien. C'est ça, pour, rue Anong. rue Anong. On leur fait de la pub, mais ils écoutent pas, on s'en fout. du lard et du cochon, ce bazar. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, dans cette rue-là, moi, j'y passe depuis des années, tous les jours, parce qu'elle fait la jonction entre le Star Syntax et le Star. Et puis Le cinéma strasbourgeois. Voilà. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on s'y irait pas pour une fois? Allez, on y Et va. on hein? Il avait On son a petit programme. C'était les vacances. Moi, je vous raconte. Je vous raconte. Il était en vacances 3 semaines, Mathieu. 3 semaines de vacances, mais il part pas au Covid, tu sais, tout ça. Et, il avait un budget vacances. Sauf qu'il savait pas comment le dépenser. Donc, il l'a dépensé en restaurant. Et tous les jours, il allait au restaurant et il se faisait un bon restaurant. Salaud. La classe. Et en plus, il m'a Par invité. contre, j'en ai Ah, jamais et en plus, entendu je t'ai parler. Et en plus, il m'a invité. Ah ben, il faut venir au festival. Tu viens pas au festival, tu viens pas au restaurant. Eh ben voilà, les gars. L'année prochaine, vous Comment posez ça peut congé être pendant le un projet festival Non, mais- et je vous ouais, invite. Ah ouais, ok. D'accord. Non, mais tu demandes pas de nous inviter non plus. Non, Merci, mais je préfère aussi. Ouais, Ah, t'as raison. putain, Julien. Non, mais arrêtez les gars. De toute façon. Non, mais il payera son apéro une fois. Et puis on se fait quelques films. On se prend Ah un bah, petit congé. Puis moi, je suis déjà dans la team. Hein. Je suis même attaquant. Hein. Ouais, c'est ça. Non, en tout cas, pour conclure, super festival. J'ai hâte qu'il y ait la prochaine édition l'année prochaine. L'année dernière, effectivement, ça avait été annulé suite à la Covid. Mais c'est un festival qui grandit et qui devient international. Enfin, il est international depuis un long moment déjà. Oui, quasiment depuis son origine. Il faut se dire que chaque année, donc là, c'était des Iglesias qui était présent, mais il y a eu Toby Hooper qui était là. Oui, c'est vrai. Il y a eu Roger Corman. Enfin, Il y a eu Top Hooper. les Gremlins. il y a eu Joe Dante qui était là. Oui, Mhm. non, il y a des très grands cinéastes de cinéma de genre qui sont venus pour Toby. faire un masterclass.
C'est lequel, le prénom d'un chien? Oui, c'est vrai. Mais tu me l'as fait à chaque fois. Non, jamais, je l'ai jamais faite. Ah, mais tu me l'avais fait en aparté et je t'avais déjà dit à l'époque que c'était nul. Ah, non, pas du tout. Bon, allez, il est temps de changer de chapitre. Enfin, il est temps de tourner la page. Il est temps de passer à la rubrique des coups de cœur. On va commencer par roulement de tambour. Pas Mathieu, parce que je pense que... Ouais, laissez-moi souffler. Je veux juste boire une bière. Moi, je peux le faire. Loris. Je vais, en lien avec Starship Troopers, je vais recommander une BD que Éléonore connaît, je pense. Je la regarde de loin. Mais elle est pas là. Mais elle connaît, c'est sûr. Ça s'appelle La Belle Mort de Bablé, Mathieu Bablé. Et en fait, je vais aller rire, je vais être très rapide. C'est juste l'histoire de la fin du monde parce que la Terre a été colonisée par des extraterrestres insectes. Du coup, c'est assez drôle. On est dans le thème. On est dans le thème. Toi, t'es toujours un bon élève parce que toi, t'es Rocco. Il y a souvent un lien avec le film. Bien sûr, parce que je fais plein de choses. T'as un modèle pour nous, toi. Non, mais c'est vrai que je l'ai lu il y a pas longtemps en fait, et du coup c'était un peu une coïncidence. Mais du coup, alors c'est très bien. Bablé, c'est un spécialiste du dessin de grande ouverture, paysage urbain, c'est sa spécialité. Donc là, typiquement, il représente un monde détruit, les villes complètement ravagées par les insectes, c'est super beau déjà. Et en plus, dans les thématiques, c'est les thématiques assez classiques du post-apo, mais dans c'est un peu plus, les émotions t'accrochent un peu plus parce que ça se passe donc c'est un petit groupe d'êtres humains qui discutent entre eux, tu les suis au jour le jour, tu vois, t'es vraiment dans leur quotidien en fait. Et puis dans leur survie. Ouais, dans leur survie, ouais, c'est clairement ça. Et c'est donc les thématiques habituelles du à quoi on sert, la vie après la mort, toutes ces choses-là. Pourquoi continuer. Voilà, donc si on est habitué au post-apo, on connaît, mais par contre c'est quelque chose de très très beau à lire et puis à suivre, ça passe très bien et Bablé est très fort. Donc c'est un one shot ou c'est une série? One shot, une fois, une BD qui se lit très très bien. Et voilà. Ok. Julien? Cool. Écoute, ma petite reco qui est pas très récente. Lolo, d'ailleurs, il connaît aussi très bien parce qu'on y a joué tous les deux. Du coup, c'est moi qui fais la reco jeu vidéo cette fois-ci, mais bon, on a les mêmes passions. Voilà. Et c'est un jeu qui s'appelle Helldivers. Alors, j'imagine qu'autour. Oui. Tu connais? Alors, si, Lolo sait que je joue pas aux jeux vidéo. Mais effectivement, même moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Ouais, alors, celui-là, il est, pareil, parce que ça fait très lien, avec Starship Troopers. Moi, la première fois que j'y ai joué, c'est un jeu qui est sorti en 2015. Donc, pour ceux qui ça parle, c'est Arrowhead Game Studio qui a fait ça. C'est quand il est sorti, ce jeu, quand on y a joué pour la première fois, je crois même qu'il avait été offert à l'époque sur PS4. Ceux qui avaient l'abonnement PS Plus là, et c'était Starship Troopers. C'est le sentiment, c'était exactement ça. On a tous pensé en même temps dès qu'on a commencé à jouer quoi. Donc c'est un jeu qui se joue en solo ou en multi. Donc ça veut dire que tu peux jouer toi tout seul si t'as envie, ou alors tu peux jouer connecté avec d'autres personnages, ou alors même des copains. Des copains. Ça peut aller jusqu'à 4. D'ailleurs le jeu il prend vraiment toute son envergure quand tu joues en coop parce que tu as différentes classes. Il y a un côté un peu RPG, stratégique stratégique où tu choisis ta classe, tes armes, ton truc. Voilà, c'est très intense et le plot, je vous embête pas trop avec ça, mais c'est une fédération, une super planète, tu vois un peu, et qui sont attaqués depuis 40 ans par plusieurs factions. Alors il y a plusieurs méchants, il y a les illuministes les cyborgs qui ont chacun un peu leur façon de t'attaquer, leurs armes aussi, de façon à toi de te défendre, et notamment les insectes. Ouais, c'est vrai, c'est Starship Troopers. Qui sont vraiment, alors après, basés sur Starship Troopers, il y a l'infanterie qui ressemble aux petites bestioles. Les araignées à 4 pattes. Elle ressemble plus à des écrevisses que ce qu'il y a dans Starship Troopers, mais c'est vachement bien fait. La vue, c'est une vue isométrique. Du dessus, ouais. Ouais, c'est une vue un peu du dessus, pour ceux qui connaissent un peu comme Diablo peut le faire, mais encore un petit peu plus haut. Il n'y a pas une vraie finalité. Au jeu parce que c'est ce qui s'appelle un jeu apéro en fait. C'est des jeux où tu te connectes rapidement, tu fais des petites parties comme si à droite à gauche, tu prends beaucoup de fun en 15-20 minutes et puis tu peux enchaîner si tu veux ou t'arrêter brutalement sans vraiment avec une évolution quand même dans tes specs. Ce qui était drôle, c'était que tous les gens étaient un peu connectés et du coup tu participais à une sorte d'effort de guerre quand tu jouais, c'est-à-dire que tu voyais une barre un peu mondiale grimper au fur et à mesure des missions que tu gagnais, donc ça t'investit aussi un petit peu dans cette bataille de fédération, etc. Donc ça accroche le joueur comme ça.
Et puis effectivement, le lien avec Starship Troopers est clair parce que les mecs ont fait une sorte de copier-coller des insectes, c'est assez drôle. Et il y a une sorte, c'est assez comment dire, viscéral quand tu joues parce que tu sens vraiment l'impact des balles quand tu tires. Il y a vraiment un bon retour comme ça de feeling sur très sur classe le jeu. dans le jeu aussi, c'est que quand tu veux, donc du coup toi t'es parachuté sur une planète. Tu as des objectifs qui peuvent être très divers et donc tu es attaqué parce que de nouveau tu colonises, tu arrives pour faire des trucs parce que soit tu répares des bases, soit tu fous des bombes dans des nids, enfin bon c'est vraiment Starship Troopers et du coup donc toi t'es parachuté là-dessus et de temps en temps tu peux faire appel aux vaisseaux qui sont par-dessus pour t'envoyer justement des trucs et tu dois c'est pas juste un bouton en fait, t'as une série de il y a une notion d'urgence. Il y a une vraie notion d'urgence, c'est ça et tu dois limite à un moment donné tu dois les connaître par cœur. T'as des codes à faire sur ta manette, des manipulations comme à l'époque on faisait les cheat codes pour qu'ils t'envoient le bon truc. Par exemple, si tu as besoin d'une tourelle défensive en urgence alors que tu es assailli par les insectes, tu dois rapidement faire une commande sur ta manette. En plus, tu es pressé parce que les ennemis arrivent, etc. Donc au fur et à mesure que le jeu elle arrive, te tombe sur la gueule, tu meurs. Tu crèves. Donc il y a une sortie, tu dois toujours être bien positionné, t'as un sentiment d'urgence, donc ça, en plus quand tu joues avec tes potes sur le canapé. Mike, là on a foutu les deux frangins face à face avec un jeu vidéo. Allez, c'est parti. Non mais il faut faire un podcast sur le jeu vidéo parce que moi, je bois leurs paroles, mais je suis largué. Ah, pareil. Je comprends que dalle. Très intense. Voilà. C'est fun, jeu apéro, fun à plusieurs. Rien coûté en ce moment. Que dalle, coûte 5 €. Vous retrouvez ça. Alors après, je sais que c'était sur PS3, PS4 et sur Vita. PC. Tu peux y jouer aussi sur PC, ils l'ont sur Steam, ça c'est sûr. Voilà. Moi j'ai que la Master System 2 qui a X-Skin, c'est foutu. Je sais pas si la communauté est encore très non, mais très ça pour 5 €. Mais si vous êtes 3-4 potes, même seul ça se fait. Mais après bon, les niveaux de 5 € pour faire la guerre, ça va. Ouais, mais 3-4 potes. 5 € tu dis? Oui, ça coûte 5 €, c'est un vieux jeu donc ça maintenant. Ouais, ils te le jettent à la tête. Voilà. Et pourtant c'est de la balle. C'est douloureux. Ça va, tu skiffes. Bon, merci les garçons. Je vais passer à mon coup de cœur, moi, du coup. Alors, je vais faire un coup de cœur podcast. Waouh, Voilà. C'est inédit ça. Non, c'est récurrent maintenant sur la deuxième saison. Voilà, ce sera des coups de cœur podcast. Donc, c'est peut-être que vous connaissez vous le site C'est plus que de la SF. Non. Donc il y a un site qui s'appelle donc c'est plus que de la SF, donc en lien avec la science-fiction, etc. Ils ont lancé un podcast donc du même nom qui s'appelle C'est plus que de la SF. C'est pas un peu redondant? Je suis pas sûr, mais et c'est un podcast d'interviews hebdomadaires sur la science-fiction. Avec ils invitent des auteurs, des scénaristes, des universitaires, des scientifiques pour échanger autour de la science-fiction. C'est animé par Lloyd Cherry, quelqu'un le connaît? Non. Karen. C'est son beau-frère. Journaliste au magazine Le Point, il est spécialiste de cinéma, de jeux vidéo, littérature, manga et tout ça autour de la SF. Et il a d'ailleurs sorti un MOOC. Alors, un MOOC, j'ai appris ce que c'était. Oui, c'est cours en ligne. Nous, on sait ce que c'est. Sur Dune. C'est pas un truc que tu te sors du nez, les MOOC? Cours en ligne. Non, il a sorti récemment un MOOC sur Dune qui s'est vendu à 15 000 exemplaires. Donc, pour un MOOC, c'est pas mal, effectivement. C'est même très bien. Ouais. Donc du coup, il parle de Dune, du jeu Polaris, La Nuit du Fauve, Speed Racer, Godzilla et des tas d'autres films et d'œuvres autour de la science-fiction. Ils ont déjà reçu Alain Damasio. Ah oui, voilà. Jodorowsky. Oh. Ouais. Okay. Alors il y en a un que je connais pas, c'est Yukito Kishiro. Ok. Et Brandon Sanderson, quelqu'un le connaît? Ouais. Non. Non, et voilà. Donc moi j'ai écouté que 2, parce que il en a 84 des épisodes. J'ai écouté les épisodes sur Dune et sur Speed Racer. Voilà. Et donc je vous le conseille, ça se trouve sur toutes les plateformes d'écoute. C'est des durées variées. Ça dépend du sujet en fait. Ouais. Comme l'univers. Comme l'univers. Ouais, ça peut être de 20 cette minutes, émission, une le cœur va demi-heure. durer longtemps. Ouais, une demi-heure, 1 heure, enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils se font plaisir. Enfin, il se fait plaisir parce qu'il est tout seul à animer ça. Et puis voilà. Un plaisir solitaire. Un plaisir. Mathieu connaît. Story of my life. Voilà. Donc, voilà Marocco. Mathieu. Petit podcast. J'allais boire un coup, punaise, parce que maintenant je suis passé de la Goudale après la Lef. La Goudale, c'est quand même bien meilleur. Hein. Ah bah. Hein? On est d'accord, hein. Ah, la bière du Schnorr. Si c'est une bière du Schnorr. Non, mais c'est une question technique, je ne saurais répondre. Mais c'est très très bon. Bien sûr. Alors, avant de parler de ma reco, Mike, oui, dis-nous tout. Le 62. 62, c'est le une 62 de Calais, je crois. Bah voilà. Une bière du Nord. Non, c'est très très bon. Avant de passer à Marocco, je voulais juste revenir sur un truc. Quand on était au festival, je sais plus si t'étais avec moi, il y avait 2 messieurs qui étaient derrière nous. Tu m'as raconté la scène, ouais. Alors, je vous la fais, mais très très courte, parce que je trouvais que c'était
hyper édifiant. Ces deux personnes, je pense, travaillent dans le milieu du cinéma et elles font tous les festivals. Et je les entendais en fait parler des films qu'ils ont vus. Et il y a un des gars qui disait, moi, quand il y a un film qui commence par ce plan-là, je sais que ça va être mauvais. Et du coup, j'arrête. Parce que c'est un plan que depuis 2-3 ans, on ne voit que ça, et ça démontre en fait le manque d'imagination. Alors, un film d'horreur qui commence... Peu importe le film. Ah, peu importe le film, ok. Et donc, je vais vous décrire en fait le plan. Et quand il a dit ça, je me suis dit, putain, mais effectivement, c'est édifiant parce que ce monsieur a raison. On voit ce plan à tort et à travers. C'est un plan d'ouverture qui est devenu extrêmement célèbre. Ça veut pas dire pour moi quand je vois ce plan que le film va être mauvais, hein, mais c'est vrai que... C'est quoi le plan? Ah non, je fais du suspense. Mais c'est vrai que ça annonce quand même un certain manque d'originalité. C'est un plan zénithal, total, au-dessus d'une voiture, tourné par un drone, qui suit une voiture qui roule sur une route désertique, genre en plein milieu de la nuit, en plein milieu de la journée, peu importe. Généralement très droite. Il commence pas comme ça. Alors Shining, il est pas au-dessus de la bagnole. Alors c'est pas un plan zénithal, mais effectivement c'est forcément inspiré de Shining. Bon lui à l'époque c'était un hélico, hein, mais c'était pas un drone. Mais t'as ce plan en plongée zénithale au-dessus de la voiture, et après raccord dans l'axe dans la voiture, dans l'habitacle. Et ça, c'est un plan d'ouverture que tu vois de plus en plus. Tu viens de me niquer tellement. Mais oui, et quand le mec me raconte ça, je me dis, mais oui, mais le seul problème, et j'ai vu un film justement qui commençait par ça, mais parce qu'il y a des variations, hein, c'est pas obligé d'être une bagnole, hein, ça peut être un monsieur qui marche, ça peut être un vélo, quoi que ce soit, peu importe le mode pour se déplacer, c'est un plan d'ouverture qui est devenu une espèce de gimmick. Le seul problème, c'est effectivement c'est un manque d'originalité, c'est vrai, mais c'est un plan qui donne de la mise en scène sans avoir nécessairement des moyens. À l'époque, quand tu disais Shining, pourquoi tu ris? À l'époque, quand tu vois Shining, effectivement, c'est tourné avec un hélicoptère. Déjà, là où c'est tourné, c'est assez fabuleux avec les décors. Et puis la musique derrière, c'est quand même, c'est déjà, ouais. N'importe quoi. Donc t'es déjà dans le truc. Là, tu peux faire de la mise en scène à moindre coût. Oui, c'est vrai. Tu vois? Et tu peux instaurer un climat à moindre coût. C'est plutôt malin. Mais le problème, c'est que ça s'est tellement, renouvelé, enfin pas renouvelé justement, mais copié. Le mec il prend des risques quand même, je veux dire, si, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est surtout l'avis d'une personne aussi, hein. Enfin, il est peut-être travaillé dans le cinéma, mais c'est que son avis personnel. Enfin, toi, t'en as vu des films comme ça? Est-ce qu'ils étaient tous mauvais? Mais non, mais Mike, peu importe en fait le propos, tu vois, la finalité de son propos. Ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple qu'il a donné pour moi était extrêmement probant et édifiant. Ah oui, c'est des plans réutilisés à outrance. C'est des plans, je me rendais même pas compte à quel point effectivement ils étaient suremployés, surutilisés. Mais c'est vrai. Non, vous avez pas des... Non, je vois ce que tu veux dire. On en a 1000 comme ça, tu vois, des... J'ai pas d'exemple, mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des films qui commencent, où il y a même des moments dans les films où tu te dis, ah ouais, ça, des choses que tu as déjà vues et ça te barbe, ça te saoule, et tu sais des fois pas mettre les mots pourquoi, et c'est pour ça. C'est pas tant de voir, en fait, les films qui font tout ça, mais c'est en ayant une fois vraiment pris le temps de regarder, ce que faisait le réal, putain on en a parlé là, celui qui il a d'ailleurs fait un film, j'oublie toujours son nom, qui bosse tout le temps avec Nick Frost et Simon Pegg. Edgar Wright, voilà. C'est les inserts. Voilà le génie de ce mec, et les trucs qu'il a réussi à faire pour justement changer certains codes, et il arrivait à trouver, à faire autrement. Voilà. Et là tu dis, ah, putain, c'est quand même vachement intelligent ce qu'il a fait, et on me l'avait jamais montré comme ça, tu vois. Alors, surtout pour là, on fait encore une aparté, mais c'est vrai qu'avec Edgar Wright, je fais le parallèle. La dernière fois on parlait, et puis moi j'étais en tête de dénigrer ce monsieur qui est Guy Ritchie, qui lui effectivement fait des tics visuels comme ça avec des plans d'insert qui sont, pour moi c'est pas de la mise en scène, peu importe. Edgar Wright, lui, un peu influencé par Tarantino faisait ça aussi, tu vois. Ben lui, en fait, il sublime un peu tout ça en se l'accaparant et en faisant ça quelque chose de différent, tu vois. Avec des BO souvent incroyables. Oui, aussi. On en parlera. Mais bon, je vais faire mon coup de cœur rapidement. Rapide, ouais, parce qu'on doit conclure. Oui, en plus, je t'avais dit avant l'émission, je t'ai dit mon coup de cœur risque d'être un peu long. Tu m'as dit, il y a pas de problème parce que le temps est extensible. Ouais. Comme t'habites ça. Mais tu sais très bien synthétiser et aller droit au but. Merci. En plus, je suis gâté, je reçois un bout de pizza. Non mais je passe un moment moi. J'ai fait péter la pizza, mon grand. Mon coup de cœur, c'est un docu qui s'appelle No Quite Hollywood. C'est pas récent, c'est sorti, c'est un film qui est... Vous êtes attentif ou pas? Il y a tout le monde qui est en train de bouffer, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais je m'en fous que tu me regardes, écoute-moi au moins. Ah, on est obligé de t'écouter, hein.
Ah oui, bah oui, vous m'avez dans le casque. Ouais. Ah, c'est pas de bol. Donc No Quite Hollywood, c'est un docu qui parle de la House Exploitation. J'en ai déjà parlé quand on avait parlé de Mad Max. Et des films australiens. Ce sont les films australiens d'exploitation qui ont été diffusés dans les années 70-80. Donc je ne vais pas vous dire ce que c'est le cinéma d'exploitation, mais c'est un cinéma à moindre coût qui généralement fait un peu du nudisme, un petit peu de l'horreur, un peu voilà des trucs qui pourra appâter le chaland. Et donc ce doc parle de ça, parle de tous ces films. Parmi ces films-là, il y a véritablement des chefs-d'œuvre et qui ont été un peu oubliés. Ça va, ça se passe bien? Non, je me dis Et il s'est brûlé. Tu t'es brûlé? Non, mais on mange tous. J'entends les bruits. Oui, moi aussi j'entends. Mais tu vois, je suis imperturbable. Je continue. Je parle pour moi, je parle tout seul. J'arrête, je mangerai ma pizza après. Donc dans ce docu, en fait, il y a tous les cinéastes de cette période-là. Donc la plupart des films, on ne les a pas vus. Pour nous, voilà, il n'y a pas eu de diffusion d'exploitation en France, ou alors de manière très très marginale. Aux États-Unis, si. Donc c'est pour ça que un des intervenants, c'est l'ami Quentin Tarantino, qui lui ne tarit pas d'éloges sur ce cinéma-là. Parmi ces films, il y en a un que je vous avais déjà cité qui s'appelle Waking Fright de Ted Kotcheff, c'est lui qui avait réalisé le premier Rambo. Donc c'est un film dans les années 70 en Australie avec un type qui est prof, un prof voilà très très bien, bon sur tout rapport, qui veut rejoindre sa copine et qui en fin du film il est alcoolique, il chasse le kangourou, en fait c'est limite un SDF. Il y a Mad Max évidemment. Je n'apprends rien, tout le monde a vu ça. Road Games aussi, super film avec Jamie Curtis, où il y a Brian May qui fait la BO. Ah ouais. Ah ouais, non, faut voir ça. Rien que pour ça, j'ai envie de le voir. Non, franchement, alors déjà le film est super et la BO est vraiment chouette, vraiment. Donc si vous avez l'occasion de voir Road Games, c'est de Richard Franklin. Brian May, c'est le guitariste de Queen. C'est ça. Oui, on n'a pas précisé, pardon. Ouais. Et d'ailleurs, le film là, No Quite Hollywood est dédié à Richard Franklin qui était décédé à cette période-là, je crois en 2007-2008. Il parle aussi de Razorback. Donc c'était un écoulé. C'est avec le sanglier, oui. De Russell Mulcahy. C'est le type qui avait fait le premier Highlander, film génial. Et il y a un autre film qui s'appelle Fair Game. J'adore. Alors Fair Game, c'est le titre valise. Hein. Il y a tellement de films qui s'appellent Fair Game. J'allais dire, est-ce que c'est celui-ci avec Baldwin? Ouais. Non, c'est un film australien de 86. C'est le genre de film. Je veux juste vous décrire un plan. Ça va donner en fait le là et comme ça vous savez inscrire en vous une image qui dira voilà, ça c'est du cinéma australien. C'est pas de bon goût. Le cinéma australien des années 70, c'est un cinéma de mauvais goût. Même si c'est teinté de énormément d'ironie, on peut y voir de la misogynie, on peut y voir de l'homophobie, on peut y voir du racisme, on peut y voir toutes des passions très très tristes. Mais c'est un cinéma jouissif parce qu'en fait, il joue de ça avec énormément d'ironie et de mauvais goût. C'est pour ça que c'est assez plaisant à voir. Le plan, une jeune femme qui est l'héroïne du film, se retrouve en fait telle une figure de proue sur un véhicule à l'avant, à poil. On peut imaginer, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Et comme ça, elle est transportée. Bien sûr, évidemment, cette jeune femme, parce qu'on est un peu dans le rap and revenge. Elle est vivante encore. Elle est vivante. Et elle va se venger, elle va trucider ces bonhommes. Mais ça inscrit vraiment de ce que représentait le cinéma aussi australien. C'était l'Australien. Mad Max, c'est pareil. Ils sont représentés dans les années 70-80 comme des bouseux alcooliques qui passent leur temps à faire chier les gens ou à tuer du kangourou. Mad Max, c'est un peu ça aussi, tu vois. Mais ces gars-là, quand ils faisaient ces films pour 3 francs 6 sous, n'avaient peur de rien. Il y a des cascades. Vous vous souvenez des cascades de Mad Max? Cascades de dingue. Et dans tous ces films, il y a des trucs, mais il y avait pas d'assurance, hein. Parce que les gars, personne ne voulait assurer ces films-là, c'est pas possible. Ils monopolisaient des aires, des autoroutes, des kilomètres de route sans autorisation. Ils faisaient n'importe quoi. Et dans le lot, il y a un mec qui s'appelle Grant Page, qui est un cascadeur. Ce type-là, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il est encore vivant, il doit avoir 80 ans. C'est incroyable qu'il soit encore vivant. Il faisait des cascades, mais sans filet, sans rien. Genre Bébel puissance 10. Ah ouais, non mais c'est un truc exceptionnel. C'est lui par exemple qui fait les cascades dans Mad Max où il y a une séquence de bagnole. Grant Page, il s'était cassé la gueule juste avant, il avait un pied dans le plâtre, la jambe dans le plâtre, il roule une bagnole et puis il fait des tonneaux avec. Le mec, il saute d'une falaise en feu et il tombe dans la flotte, il sort de la flotte, il saigne du nez, il saigne des yeux, il saigne des oreilles, il fait c'est bon, c'est dans la boîte, ok. Quelqu'un peut m'emmener à l'hosto? Et c'est que ça. Et tous les tournages, c'est ça. Sinon on la refait, hein. Mais ça touche au génie. Non, il y a vraiment beaucoup de talent. Donc, il faut voir ce doc. Il faut voir si on a l'occasion ces films australiens. Et comment les voir? Bah voilà. Comment les voir?
Eh ben, j'ai la question. réponse. Tu peux pas. J'ai la réponse. Et ben, pour les voir, vous pouvez vous abonner à la plateforme Shadows. On n'est pas sponsorisé, mais si jamais ils nous écoutent, on est ouvert à la proposition. Mais il faut s'abonner à cette plateforme. C'est une plateforme française. C'est bon, je te remercie, j'ai encore un bout de pizza. C'est une plateforme française de streaming qui est spécialisée dans tout ce qui est cinéma de genre. Tu sais quoi, tu me l'as vendu. Non, mais franchement, c'est Non, mais je rigole pas. Hein. Et leur tagline, c'est la première plateforme de streaming. Donc ils font cinéma horreur, il y a du thriller, il y a tout. Et en plus c'est génial parce que vous pouvez voir donc des films, aussi bien des films de la Hammer, d'ailleurs des années 50, 60, 70, des films australiens. Vous pouvez voir des nouvelles, des productions originales, ouais, c'est un peu comme Netflix. Ils récupèrent des prods. Vous pouvez voir des classiques, vous pouvez voir Evil Dead 2, vous pouvez voir Halloween, vous pouvez voir plein de trucs. Ils ont un catalogue de fou. C'est pas des séries, c'est que des films, dont des docs aussi qui sont dédiés au cinéma. C'est génial. Et c'est français, monsieur. Shadows. Shadows. Je connais. Donc 5 €, enfin c'est un truc habituel, 4,99 par mois. Donc pour 5 balles. Le prix psychologique. Donc, voilà, soit tu t'abonnes directement via leur plateforme sur le site, soit si vous avez Amazon Prime, vous pouvez le prendre aussi via Amazon. Donc au même Ah mais tarif. tu vois en plus ça rejoint, c'est dingue hein, mais ça rejoint quelque chose que je me disais il y a 2 jours. J'étais en train de me dire il y a tellement de contenu en ce moment, tellement de choses, tellement de trucs, tu vois, c'est sans fin. Mais à un moment donné, je me disais il y a des vieux trucs que j'aimerais bien revoir et là je suis aussi des groupes sur Facebook, c'est des mecs qui aiment le cinéma et qui te mettent plein d'affiches, plein de trucs et je revois des affiches de vieux films que j'ai vus et j'en ai oublié tellement, tu vois ce que je veux dire. Je le vois, je dis ah putain, je me le remettrais bien celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là et à chaque fois je me dis mais comment est-ce que ça, c'est une qu'est-ce bonne qui me reste méthode, comme solution pour les trouver, tu vois Par ce que je veux RTL dire. 9, ça c'est une bonne méthode. Ouais. Mais bon, va falloir attendre quand même chaque jour que le bon film passe. Mais j'étais vraiment en train de me dire ouais, quelle serait la solution, d'autant plus que Halloween pointe le bout de son nez. Donc, Tu fais bien de le dire parce que justement Shadows, pour Halloween en fait, pour tout le mois d'octobre, chaque jour il y a un nouveau film inédit voilà. qui sort. Ah, tu vois. Donc pour Halloween. C'est clair. Donc c'est vraiment top. bon truc, Donc ok. voilà, conseil. Et ça vous permet de... j'arrête Mike. Parce que Mike elle est clôturée. C'est vrai qu'on a vachement débordé. Ouais, je crois qu'on va atteindre les 2 heures. Bon, non, on n'a pas de limite. Aussi l'ennui des auditeurs éventuellement. Ça va les gens qui sont là, vous tenez le coup. Parce qu'il faut dire à tout le monde qu'on a des spectateurs aujourd'hui. Bon, en fait ils sont là pour bouffer et pour boire. Et apparemment comme ça, nous. comme nous, sauf que ça se passe bien. Ça va Thomas? Ouais. Bon, les garçons et la fille. Alors c'est pas juste la fille. Non. C'est Éléonore. Non mais tu l'as réduit voilà juste à sa condition de femme alors que c'est Éléonore. Éléonore, Julien, Mathieu, Loris, merci d'avoir partagé avec moi ces 2 heures de temps. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et pensez toujours à partager ce podcast, à le noter, ça nous fera de la pub. Et voilà, Et donc partager dans la vie. Hein. et partagez des moments entre vous. Mettez-vous l'alerte aussi sur les plateformes Ouais, parce qu'il est possible que des fois certaines plateformes ne soient pas suffisamment réactives c'est et ça. que l'émission ne sort pas le lundi comme c'est prévu mais un peu plus tard. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas fait d'émission mais voilà, il tarde un peu Voilà. à l'envoyer donc mettez-vous tout de suite Donc autour, il faut s'abonner au podcast sur vos plateformes, faut activer les notifications et comme ça vous aurez un petit message sur votre téléphone portable. Le jour de la sortie de l'épisode, effectivement, on a une plateforme française qui met un peu de temps à nous Ça arrive, voilà, c'est comme ça. Oui, mais c'est une très bonne plateforme. C'est une J'y très suis bonne- abonné, donc je les soutiens. Mais les gars, soyez plus réactifs. Ouais, il merde. faut être un peu plus réactif et puis voilà. Donc passez une belle semaine et puis à tout vite. Ciao. Ciao, bisous. Ciao. Au revoir.